bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir en tant que présidente de la Cité de l'Architecture pour ce colloque Minimaus qui doit son élaboration dans le processus du concours à beaucoup de personnes. D'abord, je voudrais remercier bien sûr les partenaires. Arnaud Godevin, le directeur de l'École supérieure du bois, qui est un partenaire de longue date, et bien sûr la mairie de Saint-Denis, particulièrement Mathieu Hanotin, le maire de Saint-Denis, et Chamel Kelfaoui, qui est parmi nous, adjoint au maire, et que je remercie très vivement pour sa présence, et Mounir Meloul, le président de l'association Dessine-moi 24. Et puis, je voudrais remercier aussi les membres du jury qui ont accepté de faire partie de cette aventure. Le président du jury, Dominique Perrault, Mohamed Bouafsi, journaliste, Benedetto Bufalino, artiste, Nathalie Bruyère, designer, Cédric Ingelbert de Philosophie Magazine, Gada Hatem, médecin de la Maison des Femmes Saint-Denis, Dominique Hervieux, directrice à la culture du COJO, Nicolas Mathiasic, directeur adjoint du cabinet du maire, et Sébastien Rincé, enseignant à l'École spéciale du bois. Vous l'avez compris, rien qu'à l'énumération de ce jury, les compétences rassemblées autour du berceau de Minimaus sont multiples. Et je remercie aussi tous les intervenants qui seront dans la même perspective, puisque nous aurons aujourd'hui des architectes, des sociologues, des créateurs, des ingénieurs, des critiques d'art, des plasticiens. Donc, toutes sortes de compétences réunies autour de ce sujet des jeux en ville. Je voudrais juste dire que ce concours Minimaus, pour moi, est très important pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un des axes forts de partenariat, en tout cas d'action que nous pouvons avoir en direction des étudiants, et pas seulement des étudiants en architecture, mais aussi des étudiants d'école des beaux-arts, d'école de design. Je remercie toutes les écoles qui sont présentes aujourd'hui avec nous, dans la salle ou en ligne. La deuxième chose, c'est que c'est un dispositif qui permet à chaque fois, grâce au choix des thèmes, de rapprocher l'architecture des citoyens. Et ça, c'est la mission fondamentale de la Cité de l'Architecture. Ce concours y participe, et j'en suis très heureuse. Et puis la troisième raison, c'est que la créatrice de ce prix s'ingénie toujours à trouver des thèmes en adéquation avec l'actualité. Donc faire travailler les étudiants sur des thèmes d'actualité pour un concours où il y a une perspective de vraie construction derrière avec l'École spéciale du bois, je trouve ça extrêmement dynamisant, extrêmement stimulant. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je voudrais finir en remerciant la cheville ouvrière de ce concours, c'est-à-dire Fiona Meadows. James. Allô? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais remercier vraiment au nom de la ville de Saint-Denis, au nom de Pleine Commune, l'établissement public territorial et de toute la Seine-Saint-Denis, parce que ce projet-là, outre Saint-Denis, il va rayonner pendant les Jeux Olympiques sur tout le département. C'était aussi un des objectifs du président maire Mathieu Hanotin. Bien sûr, remercier la présidente Catherine Chevillot pour avoir fait confiance à la ville de Saint-Denis et aux associations dionysiennes qui se sont engagées sur le projet. Remercier Dominique Perrault, le président du jury, qui a toujours eu un attachement particulier pour les périphéries et donc pour Saint-Denis. Bien évidemment, notre local de l'étape, Fiona Meadows, qui a su, justement, comme vous l'avez très bien dit juste avant, trouver le thème qui correspondait parfaitement à nos orientations politiques et aussi à une politique publique, parce que les politiques publiques actuellement de la ville de Saint-Denis, elles sont dirigées vers les quartiers, elles sont dirigées sur le partage, elles sont dirigées aussi pour valoriser notre patrimoine. Saint-Denis a un patrimoine architectural important, et
ce patrimoine manquait de visibilité vis-à-vis d'habitants. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais entre autres, le design actif va nous permettre de faire ressortir cette énergie positive qu'on a dans nos quartiers. Bien évidemment, remercier aussi la Cité de l'Architecture et du Bois, parce que je ne connaissais pas, et on a appris beaucoup de choses grâce à vous, et on va pouvoir développer tout un tas de projets avec ces nouveaux partenaires, et bien évidemment, en premier lieu, les étudiantes et les étudiants, parce que la ville de Saint-Denis est une des villes les plus jeunes de France. Bientôt, justement, le village olympique et paralympique va avoir plusieurs centaines de chambres d'étudiants en plein cœur du village. Donc il y avait aussi pour nous cette symbolique. On a une université, comme vous le savez, dans le territoire. Il y avait aussi cette symbolique d'énergie entre les étudiants en architecture, l'énergie de notre jeune population et de notre milieu associatif. Donc je vous remercie tous pour le travail qui est en cours, et vous pourrez compter sur la ville de Saint-Denis pour l'accompagner dans des meilleures conditions. Merci. Merci, James. Quand la ville se fait jeu, en basket, à vélo, en skate, le sport s'impose dans nos villes comme un besoin vital d'oxygène dans un monde de plus en plus urbain, sédentaire et digital. Le sport rythme nos villes. Il se pratique partout et se doit être au cœur de la transformation des métropoles d'aujourd'hui. Ce positionnement implique un changement des modes de vie de la part des acteurs de la ville, des professionnels du sport, mais aussi des amateurs. En effet, la ville et ses espaces publics nécessitent d'être pensés et conçus pour la pratique sportive. Avec les Jeux Olympiques en 2024, cela va accélérer le mouvement de cette conception urbaine réinventée pour lutter contre une autre pandémie qui est l'obésité. Si nous voulons appliquer la notion de care à l'échelle métropolitaine, l'espace public est un enjeu majeur. Ce colloque questionne et met en lumière 3 niveaux de réflexion sur les nouvelles approches du sport en ville. D'une part, le street outdoor, nouvelle pratique, traitera des nouvelles pratiques sportives en se concentrant sur les questions suivantes. Quelles sont les nouvelles pratiques sportives? Où sont-elles pratiquées? Par qui? Que viennent-elles apporter de plus à ce qui existait déjà? Comment sont-elles apparues? Pourquoi? Comment la ville devient support de ces sports? Quels sont ces spots urbains mythiques? Pour cela sont invités Thomas Riffaut et Jonathan Politure. D'autre part, une seconde phase réflexive se concentrera sur le design actif et espace public, nouvelles approches, avec une ligne directrice. Comment aujourd'hui faire du sport dans l'espace urbain? Comment dynamiser la ville par la pratique du sport? De quelle manière le sport en extérieur est-il un outil d'urbanisme? Comment la concevoir pour, entre pratiques libres, organisées, encadrées, coachées, comment encourager les pratiques du sport dans les espaces urbains? Pour cela, nos invités sont Nicolas Lovera et Grégory Mazuro. Ensuite, le sport et l'art, regard décalé, s'appliquera à répondre aux questions suivantes. Comment l'art peut-il venir définir ou redéfinir notre rapport au sport? Comment mettre en lumière des objets du quotidien? Comment mettre en lumière des pratiques sportives ordinaires et souvent personnelles? Le sport est-il à réinventer? Le sport est-il un art? Pour cela sont invités Jean-Marc Huitorel et Laurent Perbos. Enfin, pour terminer cette matinée qui sera fort intense, comme l'indique le titre, 3, 2, 1, partez, ça y est, Minnie Mouse est lancé. Il s'agit de la séquence du concours Minnie Mouse 9. Le défi est lancé aux étudiants de France et des DOM-TOM, de cette génération Z en architecture, art, design, paysage et ingénieurs, de concevoir une mini-fan zone nomade. Celle-ci déambulera dès 24 sur les sols dionysiens et sur le territoire du 93. Vous allez découvrir les enjeux de ce territoire et personnellement, je reviendrai sur le cahier des charges du concours. Les invités sont Romain Lachance, l'agence Dominique Perrault représentée par Julien Pringuet et Mounir Menoul et Shems El Khalfaoui. Mais juste avant de démarrer la première séquence, nous invitons à chaque session de Minnie Mouse un créateur à dessiner sa vision. Il dessine le thème du concours. Donc j'invite Céline Tcherkassky, architecte du collectif Ici, qui est aussi installée à Saint-Denis, à venir présenter son cahier de dessin où l'imaginaire doit colorer notre monde de demain dans une séquence historique de crises multiples. Et bien sûr, je remercie le public, les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les décideurs, les membres du jury.
Je pense que Nathalie Bruyère est là et qui est venue spécialement de Toulouse, d'être parmi nous ce matin. Merci. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. En effet, j'ai reçu cette invitation au concours Minnie Mouse avec beaucoup de plaisir parce que j'habite moi-même l'île Saint-Denis, je travaille à Saint-Denis et donc pouvoir un peu réinventer ce paysage-là m'intéressait beaucoup. Et puis en plus, c'était une invitation au détournement. Comment on peut détourner nos villes, comment on peut regarder l'urbanisme d'une autre manière, les détails de cette ville et en imaginer d'autres possibles pour pouvoir inviter les habitants. Donc ce détournement, il me paraissait très intéressant au niveau urbain, mais par le sport lui-même. Finalement, est-ce que le sport n'est pas un détournement des objets ? À quel moment quelqu'un s'est dit on va donner une perche de 2 mètres à quelqu'un pour qu'il aille sauter une haie ? À quel moment on va prendre un truc hyper lourd et essayer de le lancer le plus loin possible ? Donc ça m'intéressait d'imaginer que le sport pouvait être aussi vecteur de création et il y avait eu un moment créatif qui avait permis d'inventer ça. Donc les illustrations que j'ai pu faire à la demande du concours Minnie Mouse s'intéressaient à ça. Quels objets on va pouvoir saisir pour les détourner ? Est-ce que la corbeille ne peut pas être le sujet à une grande partie de basket improvisée ? Est-ce que donc petit à petit on peut sortir ces sports de leur gymnase ou de leurs installations qui sont faites pour venir animer ce paysage ? Pourquoi pas imaginer des rapports d'échelle complètement différents ou même un fétichisme avec nos monuments qui deviendraient des symboles sportifs ? Et donc j'ai essayé de faire un inventaire de ces sports alors encore introuvables, à la manière un peu de Karel Mann. C'était une inspiration qui a fait un catalogue des objets introuvables. Donc quel inventaire on pourrait avoir en partant aussi des utilisateurs de cette ville, des gens qui sont quotidiennement ceux qui nettoient les rues. Est-ce qu'un balayeur ne pourrait pas devenir un super joueur de Quidditch, par exemple ? Et puis, est-ce qu'on pourrait détourner nos fontaines pour avoir des espaces de sauna qui permettraient de se détendre après un bon moment sportif, des fontaines qui servent à l'aquagym, voilà, toutes sortes de détournements avec ces objets qu'on croise au quotidien, ces monuments aussi qu'on croise au quotidien pour leur donner une autre vision. Ces idées-là, je les ai posées en me mettant autour de la table avec les copains avec lesquels je travaille, dans la coopérative là-haut et l'association ici à Saint-Denis, parce qu'il me semblait que leur regard était très pertinent. C'est des gens qui construisent régulièrement des espaces temporaires ou pérennes dans l'espace public, et donc qui ont ce petit regard un peu curieux, un peu malicieux sur l'espace public. On s'est mis autour de la table, ils ont sorti toutes leurs idées, et puis ensuite, moi, j'ai essayé de les poser en dessin. Et ensuite, on a essayé de faire un triptyque de tous ces sports, donc après l'inventaire, qui pouvait constituer un paysage urbain à venir, peut-être, où on trouverait comme ça plein de petites choses, plein de petits détails de détournements ludiques, un peu farfelus, un peu absurdes aussi parfois, des manifestations en paddle, par exemple, qui donneraient peut-être plus envie de s'investir dans la politique. Et donc voilà, des petits détails qui se parsèment. On peut apercevoir une inspiration aussi de l'architecture de nos périphéries, de Renaudy et Gailloustet en fond. Ce fameux tram qu'on connaît très bien qui traverse l'île Saint-Denis jusqu'à la Courneuve et puis qui va à Bobigny. Cette fameuse manifestation, un tir au pigeon réel peut-être. Voilà, plein de petits détails qui viennent parsemer et une technique mixte, alors là pour être plus sur la technique de l'illustration, aquarelle feutre et une gamme chromatique complètement arbitraire, puisqu'on fait aussi des choix arbitraires en tant qu'illustrateur, qui est plutôt inspirée des goûts chromatiques de la fondatrice de Minnie Mouse. Donc il y a beaucoup de roses. Voilà. Céline, mille merci. Et je pense que la Cité, on est très honorés des dessins que tu as produits pour nous, spécialement. Et toute cette poésie, vraiment, je pense que ça peut inspirer les étudiants à imaginer des choses. Donc, mille merci. Merci encore pour l'invitation. Alors, je demande à Thomas Riffaut et Jonathan Politure de passer. Shems, il faut laisser ta place. Bonjour à tous. Ravi d'être là, comme tout le monde, je crois. Même si la ligne 6 a compliqué ma matinée. Mais bon, c'est pas grave, on va pas lui en vouloir. Merci beaucoup pour l'invitation. Honnêtement, c'est un plaisir de venir discuter sport, art, architecture. Moi, je parle souvent beaucoup dans le monde sportif, mais c'est pas si fréquent de croiser ces trois mots. Et donc,
eh bien, il me semble que ça va être porteur. Je le sens, j'ai vu le programme, je sens qu'il va se dire des choses intéressantes, et puis je suis déjà pleinement dans le bain, puisque je vais vous parler aujourd'hui de détournement, d'appropriation, de lecture des détails, et j'ai beaucoup aimé l'intervention précédente, et je sais que j'aimerais beaucoup l'intervention qui suit sur les spots mythiques ou totémiques. Moi, j'appelle ça totémique. Mais on aura l'occasion d'en discuter. Je m'introduis donc, je complète juste, je suis sociologue, mais je suis aussi... Est-ce que ça fonctionne, ça ? Je suis aussi un pratiquant. En fait, je suis tombé dans le roller quand j'étais petit, un peu comme Obélix dans la potion magique. Et La régie, il faut lancer le diaporama, s'il vous plaît. Toujours est-il que je pratique le roller depuis 20 ans et je vis dans l'espace public. En fait, je pratique dans l'espace public plutôt que dans les skateparks depuis un moment, une vingtaine d'années. Et j'ai tiré de cette expérience une thèse, puis un bouquin qui s'appelle « L'espace public artisanal ». Et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est à mon avis comment le sport stimule la ville. Voilà. Qu'est-ce que j'ai découvert un petit peu de l'espace urbain en le pratiquant et puis en l'étudiant ensuite dans le cadre de mes recherches. Alors, je suis déjà intervenu en école d'architecture, je suis déjà intervenu auprès d'urbanistes, etc. Mais ce n'est pas mon métier. Moi, je vais rester dans mon domaine, je suis sociologue, mais je vais essayer, dans les 20 minutes là, qui me sont données, de faire quelques pistes, d'ouvrir quelques liens, peut-être de parler de matière, peut-être parler de creux et de plein, peut-être parler du bâti, même peut-être, je me lancerai là-dedans, même si, comme je vous l'ai dit, il y a plein de choses là-dessus où vous maîtrisez mieux le sujet que moi. Moi, je suis là juste pour essayer d'ouvrir des pistes. Ouvrir des pistes d'autant plus, puisque le sujet d'aujourd'hui, je crois que c'est les fan zones, et je vais être très clair, il y a plein de choses dans les 20 minutes que je vais utiliser qui vont à l'encontre de la fan zone qu'on connaît aujourd'hui. Vous savez, l'espèce de zone rectangulaire balisée par des barrières avec un écran géant et des gens qui se regroupent un peu comme des moutons à l'intérieur. Bon, voilà. Autant vous dire que je ne vais pas vous présenter la fan zone de mes rêves de cette manière-là, mais tant mieux, je crois, puisque je crois qu'on vous demande d'innover, donc innovons. Voilà un peu... Alors, comment que ça fonctionne ? Comme ça, voilà, j'ai compris. Sociologue, ça, vous le savez. Voilà. Donc c'est ce que je viens de vous raconter, voilà le genre de bêtises que je fais depuis une vingtaine d'années. Je vois un chouette abribus à Ajacou, à côté de Montpellier, je me dis tiens, ça serait marrant de faire une sorte du parcours, mais avec des roulettes aux pieds. Et puis voilà, de cette expérience, de cette ville vécue, j'en ai tiré le bouquin dont je vous ai déjà parlé. Voilà l'autre type de bêtises que je fais depuis une vingtaine d'années, et j'ai volontairement mis une illustration aussi issue du monde de l'architecture au milieu, pour que vous compreniez en fait que ce que je retiens, moi, de tout ça, là, de ces heures, etc., c'est que le discours classique, c'est de dire que grâce au sport, on peut transformer la ville comme un terrain de jeu. Voilà. Et les illustrations le montraient bien. Bon, moi, j'ai réfléchi à cette question, il me semble qu'il faudrait un peu nuancer cette chose-là dans la réalité, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque forme, en fait, que vous nous offrez, les architectes, là, ou que vous offrez aux sportifs, en fait, sont un prétexte à l'amusement, un prétexte à la recherche de sensations. Chaque rail, chaque marche, chaque pente, chaque courbe, puisque là, j'ai décidé de travailler sur la question de la courbe, sont des espaces à s'approprier, et je dirais même, peut-être, si je me lance avec les copains de géographes, d'essayer de les habiter. D'habiter, en l'occurrence, là, ce qu'on pourrait appeler, enfin, ce que Marc Auger appelle des non-lieux. Voilà. Un tunnel, une ouïe dans un pont dans le coin de Pézenas, etc. Bon, des lieux où les gens, en fait, ne voient pas l'intérêt d'y passer quelques heures, et puis moi, je m'y retrouve une demi-journée, quoi. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à la forme, grâce à la matière, et j'en reparlerai tout à l'heure. En fait, la valeur d'estime des lieux que vous avez en face de vous, elle est liée à la valeur d'usage. Et j'ai volontairement mis une petite image de Claude Parent, parce que quand je suis tombé sur cette idée géniale de la fonction oblique du bâti, moi, j'ai découvert en fait ce que je vivais au quotidien depuis 20 ans. Voilà. L'idée que l'orthogonalité de la ville, là, ces angles droits qu'on a partout, eh bien, quand même, ils rendent la ville certainement un peu moins accessible, un peu moins vivable. Bon, voilà, là, vous voyez bien, le parallèle est tout trouvé.
Ça c'est Montpellier, je voulais simplement dire que là, voilà, toutes les rues qui sont sur cette petite carte, je les connais par cœur, puisque j'ai passé mon temps à les arpenter, au sens strict du terme. Mais si je veux aller plus loin que l'histoire du jeu, il me semble que ce qui est intéressant, c'est l'histoire de la reconnexion, l'histoire des sens, qui sont très mobilisés dans toutes les activités sportives, et particulièrement dans ce qu'on appelle les sports de rue, là, skate, roller, BMX, parcours, trottinette, etc. Et j'ai mis une photo de ma main. Voilà, l'idée c'est que quand je vis dans l'espace, quand je pratique dans l'espace public, je passe mon temps notamment à sentir, à écouter et surtout à toucher la ville. Dans le sport, la peau du sportif touche très souvent la peau de la ville. Voilà. Évidemment, là, enfin, encore une fois, j'invente rien. Si vous lisez Bachelard et que vous tombez sur une phrase du genre que le toucher, c'est le sens qui permet de découvrir l'inconscient de la forme, bon, moi, voilà, j'ai l'impression qu'on met des mots sur ce que j'ai vécu. Évidemment, là, vous le voyez bien, ça m'incite à vous demander ou vous inciter à réfléchir sur la question de la matière, puisqu'en fait, quand j'observe des sportifs, je me rends compte qu'ils ont un sens très aiguisé. On dit que c'est des explorateurs du réticulaire, là, du petit détail, et c'est des fins connaisseurs. Hein. Quand vous parlez à un sportif et qu'il vous dit, ici, le sol, il est carnivore, bon, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ou ici, c'est un plaisir, même le bruit est agréable. Jonathan vous parlera du dôme. Le bruit du dôme, le palais de Tokyo, moi je l'ai dans le fond de mon oreille, là, tac, 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 je le connais par cœur. Et c'est un bruit que je considère comme agréable. Donc les matières de réflexion qui me semblent intéressantes quand on parle du sport. Et puis il y a la question du détournement. Voilà, c'est très clair. Et la dernière fois qu'on avait été réunis, Nicolas et Jonathan, c'était dans le coin de Grenoble, j'avais utilisé la même image. Les adultes qui pratiquent ces activités-là dont on parle, ce sont des adultes qui relèvent non pas du syndrome de Peter Pan, mais du mythe de l'enfant éternel. Vous savez, c'est l'idée d'un adulte qui n'a pas oublié qu'il ne l'a pas toujours été, voilà. Qui n'a pas oublié qu'il était un enfant parfois, et que, eh bien, il utilisait bizarrement les toboggans. Vous savez, je ne sais pas si vous avez des enfants dans la salle, mais vous donnez ce genre d'objet à un petit, il va commencer par monter par l'endroit où il faut descendre. Voilà, il va détourner la fonction des marches d'escalier exactement comme les sportifs dont on parle le font quotidiennement. C'est un super bouquin de Raphaël Zarcal qui est dans la biographie qui parle de dynamisation des formes du repos. Le banc qui est imaginé pour plutôt se reposer, eh bien, on l'utilise comme un tremplin, comme un espace pour slider. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit dans le cadre de recherche? C'est une sorte de questionnement des règles. Pour aller plus loin, on pourrait dire, je parle de mon bouquin du questionnement du monofonctionnalisme. Alors là, je sais que Nicolas sera dedans aussi, mais l'idée, c'est de dire que tout peut servir à tout, voilà. Et que c'est peut-être bien, puisque si tout sert à tout, peut servir à tout, notamment dans la question sportive, eh bien, on rentre dans la possibilité de l'appropriation, voilà. Et on sait très bien que l'appropriation sur le droit à la ville, Lefebvre, que vous connaissez, j'imagine, eh bien, c'est un des ingrédients. Hein, sans appropriation, pas de droit à la ville. Donc autant imaginer des choses que l'on peut s'approprier. Des choses que l'on peut s'approprier, ça peut ressembler à ça, puisque l'idée c'est aussi de parler de ce qui existe. Voilà, la place de la République, que vous connaissez tous en tant que Parisiens, j'imagine, elle a été repensée il y a quelques années, mais elle a été pensée par des urbanistes qui sont attentifs à tout ce que je viens de raconter. C'est pas pour rien que c'est devenu un spot mythique, peut-être que t'en parleras tout à l'heure. Mais parce qu'en fait, sur cette place, c'est Thierry Pacaud qui a fait la préface dans le bouquin qui dit cette place, elle est réussie parce que tout le monde y est le bienvenu. Voilà. Et donc, c'est la question de l'appropriation. Hein. On revient toujours aux mêmes choses. Tout le monde y est les bienvenus. En fait, les citoyens qui vont là, ils sont artisans. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir faire de la slackline, ils peuvent venir faire du skate, ils peuvent faire une manifestation, imaginer Nuit debout, faire un hommage pour les attentats, etc. C'est une place qui offre la possibilité d'une multitude d'appropriations et c'est peut-être pour cela qu'elle peut être transformée comme un espace sportif. Ponctuellement, hein, pas toujours, mais... Ce qui est intéressant sur la place des Républiques, mais là vous êtes plus affûté que moi sur cette question, mais moi en tant que sportif, et quand j'interviewe les gens sur ces équipements sportifs ou ces espaces sportifs, ce qu'ils me disent aussi c'est que c'est réussi parce qu'il y a un bon ajustement des vides et des pleins.
Voilà. Il y a du vide qui est considéré par les sportifs un petit peu comme un espace de liberté, un espace dans lequel on peut faire plein de choses, mais il y a aussi des pleins qui en fait sont une sorte de contrainte salvatrice. Voilà, on parlera de création tout à l'heure, d'art, etc. On sait bien que les artistes, et je vais me risquer à dire les sportifs aussi, ils ont besoin aussi d'une petite contrainte pour pouvoir utiliser l'espace à bon escient. Dans le bouquin, je dis que les sportifs, ils comblent les vides et ils détournent, ils comblent les vides et ils détournent les pleins. Voilà. Je termine avec rapidement là, mais l'idée c'est que, évidemment, quand on parle d'appropriation dans l'espace public, bon, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais on se retrouve très rapidement avec la question des conflits d'usage. Donc, évidemment que pratiquer dans l'espace public une activité physique, qu'elle soit sportive ou moins sportive, elle peut aboutir à des conflits d'usage. Et simplement, ce que j'ai observé, moi, sur le terrain, c'est que ce qu'on appelle conflit, en fait, souvent, les sociologues disent que c'est plutôt de la négociation, de la transaction. Voilà. C'est pas une bagarre. En fait, c'est des gens qui discutent. Alors, parfois, le ton monte. Parfois un doigt élevé, etc. Mais en fait, pour avoir un petit peu voyagé aussi à l'étranger, il semble qu'en France, on soit très mal à l'aise avec ce conflit d'usage-là, alors qu'il me semble qu'il n'y a pas d'espace public sans ce conflit d'usage. Et donc, il ne faut pas en être effrayé jusqu'à ce que ça déborde au conflit violent. Mais tant que c'est de la transaction et de la négociation, pour partager l'espace, eh bien, il me semble que c'est plutôt porteur. Et donc, il ne faut pas avoir peur de créer des espaces appropriables pour éviter les conflits, puisque si on évite les conflits, mais en fait, on ne crée pas d'espace public, et encore moins d'espace public qui est appropriable par les sportifs. Je termine juste peut-être en vous présentant encore un projet qui me semble intéressant et que je vous recommande d'aller fouiller. C'est un projet bordelais, imaginé par Léo Valls, qui est un skateur professionnel et qui est très intéressé par ce qu'il appelle le skate urbanisme. Et il a imaginé une multitude de petites sculptures qui croisent sport et art, qui ont été déposées aux quatre coins de la ville de Bordeaux et qui parlent de tout ce que je viens de vous raconter, de la question de la matière, de la question de l'appropriation, de la question du partage de l'espace public. Donc là, vous voyez, le message est clair. Et pour avoir fait de l'observation et une enquête au moment de ces statues, enfin de ces sculptures, eh bien, elles étaient appropriées par les sportifs, évidemment, qui faisaient du box jump dessus parce que c'est sur les quais, là, en l'occurrence, donc plein de gens courent, mais il y a évidemment les skateurs qui se sont appropriés. Et puis, les chaises ont été utilisées. Ce pas des chaises qui sont simplement décoratives. Elles ont été utilisées. Et là, on retrouve à peu près dans cette sculpture tout ce dont je vous ai parlé. Appropriation, matière, détournement, création, etc. Voilà. Donc, il me semble qu'on peut peut-être en rester là. Je ne sais pas où j'en suis, mais simplement encore un grand merci de m'avoir invité. J'espère que ce que j'ai raconté ne fait pas flop. Mais, et que on garde en tête que, si vous voulez, l'hétérogénéité des corps, des jeux, des imaginaires, il crée du désordre. Effectivement, le sport peut-être, et peut-être que votre fan zone là créera un peu de désordre, mais ce qu'on recherche quand le sport arrive dans l'espace public, c'est de la vitalité. Et donc, il me semble que l'un ne va pas sans l'autre. Un espace sportif, c'est un lieu sur lequel on rajoute du sport. Mais il me semble aussi que c'est un espace dans lequel on rajoute de la vie. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Jonathan Politure. Merci Fiona. Bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir ici. C'est toujours un plaisir de parler de l'univers des sports extrêmes, des sports freestyle, des sports street. Il y a plusieurs dénominations, en tout cas pour certaines catégories de sport. Effectivement, moi j'ai eu la chance de produire Taille Chris de la Tour Eiffel. C'était juste une performance exceptionnelle, peut-être que vous l'avez toujours en mémoire. Et on produit au quotidien une émission qui s'appelle Riding Zone depuis plus de 15 ans, autour de notre passion pour l'univers de ces sports qui sont un univers ultra large. Mais là, évidemment, on va se focaliser sur les sports qui se pratiquent en ville. On a différentes catégories de sports qui se pratiquent, mais avant tout, un mot sur nos disciplines. Enfin, je ne sais pas si évidemment, si vous les connaissez. On a parlé du skateboard. Thomas nous a parlé du roller. Lui-même est pratiquant.
Il y a également, vous pouvez le voir, l'énorme succès de la trottinette, où on a énormément de pratiquants. Et puis, on a bien sûr d'autres types de sports, le vélo avec ses déclinaisons, que ce soit le BMX, le VTT, les vélos classiques, le gravel. Mais là, on va surtout parler de 3 disciplines qui sont le skate, le roller et la trottinette, qui ont toutes pour caractéristique de se pratiquer essentiellement dans des espaces urbains et qui utilisent globalement le même type de roue. Ça, c'est important quand même, la roue, c'est un peu comme la chaussure qu'on utilise, et donc qui vont être des roues en gomme. Enfin, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose, mais c'est quand même très important parce que vous allez voir que le spot, donc ce qu'on appelle le spot, doit pouvoir présenter des caractéristiques qui permettent aux pratiquants, qu'ils soient vraiment amateurs ou professionnels, de rouler et de prendre du plaisir à le faire. Donc nous, dans notre univers sportif, on est vraiment dans le cadre je trouve moi, du jeu. On est en général sur plus que du sport, puisqu'il n'y a pas vraiment de circuit traditionnel dans nos sports. Il n'y a pas la Coupe du Monde, en tout cas il n'y a pas une Coupe du Monde avec une reconnaissance comme en football, il n'y a pas le Roland-Garros du tennis, il n'y a pas le Tour de France qu'on a en cyclisme. Donc nos sports ont souvent pâti d'un manque de visibilité et de manque de grands rendez-vous. En revanche, le point commun de tous les pratiquants, c'est qu'ils sont super passionnés. Et quand ils découvrent le sport, un peu comme Thomas vous l'expliquait, il est tombé dedans il y a 20 ans dans le roller. Mais moi, c'était la même chose avec d'autres disciplines, notamment le surf et même le skate. Quand on y goûte, et ben ensuite, on n'a pas besoin vraiment des circuits de compétition, on n'a pas besoin vraiment d'exposition. On est capable d'aller chercher du plaisir au-delà de la compétition. Et on a un rapport très particulier. En tout cas, l'idée, c'était de vous parler un petit peu de quelques-uns des spots un petit peu emblématiques pour vous présenter quelques caractéristiques. Alors déjà, qu'est-ce qu'un spot ? Je pense que vous connaissez, mais globalement, c'est un lieu de rassemblement et un lieu de pratique qui n'est pas forcément officiel. Ça peut être un lieu qui a été investi à un moment parce qu'il présente certaines caractéristiques. En général, il y a 3 grandes caractéristiques. Alors là, on est sur le fameux spot de Place de la République, qui est un spot qui a été créé sur la fameuse Place de la République et qui s'intègre totalement à une place qui, évidemment, existe depuis des centaines d'années. Et ils ont souhaité aménager cette place pour laisser aux skateurs, aux pratiquants de roller et aux trotty-riders des capacités d'évolution. Donc on voit que sur ce spot, alors qui n'est pas un spot naturel, enfin entre guillemets, on a rajouté des plans inclinés, des banks, des rails ou des rails, en fonction de comment on dit. Et ce spot, il est vraiment intégré à la ville. Là où il a une caractéristique, c'est qu'il est immédiatement accessible par le public. C'est un lieu de rassemblement qui est donc facilement, c'est facile d'y accéder, et il a un sol de grande qualité. Le sol pour tous les pratiquants, c'est vraiment l'élément incontournable. Il doit être dense, il doit bien rouler, il doit être sans granulosité. Il ne faut pas trop qu'il y ait d'interstices qui créent, vous savez, les tac, 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 qui sont assez insupportables. Et au final, le top du spot, je vais vous dire, on est juste à côté. C'est notamment le Trocadéro ou le Palais de Tokyo, appelé le Dôme par les skateurs, qui est souvent donc avec un sol en marbre extrêmement agréable à rouler et qui font la qualité du sol, c'est vraiment l'un des éléments incontournables du spot. L'autre élément incontournable du spot, là c'est un autre exemple, là on est donc dans le 2e arrondissement. C'est Constructo, c'est qui ? C'est Constructo, là. Ça c'est Constructo, ouais. L'autre, en tout cas, qualité du spot, au-delà de l'aménagement qu'on y a fait, c'est le type de structure qu'on va y trouver. Des marches, des plans inclinés, des rails, des bosses, des courbes. Et ça, le spot, il n'a pas besoin forcément d'être aménagé. Certains spots présentent naturellement ces qualités. Mais là, en l'occurrence, ils ont souhaité intégrer au cœur d'une rue quelques modules et qui permettent de rider, comme on dit, de pratiquer sa passion au cœur de la ville. Et c'est un parc qui a quand même un grand succès parce qu'il est dans un endroit assez emblématique et il est très agréable à rouler, même si pour les plus performants, pour ceux qui ont le plus de maîtrise de leur pratique, c'est un spot qui présente l'inconvénient d'être relativement petit et de ne pas pouvoir
rentrer, on va dire, des figures ou des tricks, comme on dit dans nos disciplines, extrêmement poussés. En tout cas, qui va se limiter à un certain type de pratique. Enfin, on a également un exemple à Lyon, qui est là également bien connu. Moi, je salue le travail de la ville de Lyon, qui a été l'une des premières à anticiper le fait d'intégrer des structures urbaines en pleine ville. Et donc, c'est un spot aussi assez caractéristique de ce qu'il faut faire, je pense, aujourd'hui, pour changer le rapport, notamment des jeunes à la ville. C'est vraiment proposer d'intégrer directement au cœur des places différents espaces de ride. Voilà, autre spot emblématique, on est vraiment tout près d'ici. Là, celui-là, ce spot, il est très très connu à Paris et dans le monde entier. On est sur le palais de Tokyo. C'est un spot très agréable à rouler qui présente naturellement, en tout cas, des caractéristiques, à savoir des marches, des rails, des espaces à sauter de marche, puisque dans beaucoup de disciplines, le fait de passer du temps dans les airs permet de rentrer des figures. Et donc, plus on va avoir des sets de marche à passer, comme on dit, plus on va pouvoir réaliser des figures. Tout à l'heure, Thomas parlait de la notion de plein et de vide. Il faut aussi que les spots ils aient suffisamment de surface plane pour pouvoir prendre de l'élan, pour pouvoir atterrir. Donc le spot, il doit avoir pour caractéristique aussi de pouvoir rouler pour pouvoir pratiquer le mieux possible. Là, on va passer à un autre type de spots, qui en réalité ne sont pas vraiment des spots pour la plupart d'entre nous. Puisque quand on voit ce set de marches, comme on dit, là, on parle d'un escalier qui fait 25 marches. 25 marches, c'est plus de 4,50 m de haut. C'est super haut. C'est très très haut et très très risqué. Donc pour le commun des mortels, ce n'est pas un spot. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les meilleurs pratiquants de chaque discipline ont identifié globalement ce spot et se sont dit à un moment, dans leur pratique et dans leur expertise, ces marches-là, on est capable de les passer. Et donc, ils présentent comme caractéristique d'être extrêmement engagés, de pouvoir, on ne voit pas malheureusement le début, mais de pouvoir faire une vraie prise d'élan, donc de prendre un maximum de vitesse et aussi de pouvoir atterrir. Et ce spot, ce sont les 25 de Lyon. Et vous allez voir à travers les visuels que c'est devenu un spot mythique dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il y a l'un des champions qui s'est dit, d'abord en skate, je vais tenter de le passer en ollie. Vous savez, cette fameuse figure là, qui permet juste de décoller dans les airs en skateboard. Il a tenté de le faire, et ensuite d'autres skateurs ont vu ça, ils se sont dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on réussisse à le faire. Après, il y a des rollers qui ont vu ça, qui se sont dit, il faut qu'on tente de le faire. Après, les mecs sont venus en trottinette. Après, ils sont même venus en VTT, en BMX et même en parcours. Et donc, ce spot, honnêtement, pour moi, c'est pas un spot. C'est juste un escalier. Parce que jamais j'oserais l'affronter. Les conséquences peuvent être assez dures. Mais dans l'univers des sports extrêmes, on a vraiment des talents exceptionnels. Donc, on voit, je crois que c'est Aaron Jozomoki, le skater. Et là, en VTT, c'est Fabio Wimmer. On est sur le même spot et on a deux disciplines qui tentent donc de passer ces marches. Et pour l'anecdote, les deux ont réussi. On a également Dom Tomato, là que vous pouvez voir sur la gauche, qui va réussir à le passer. Donc c'est un pratiquant de parcours qui va le passer en front flip, donc il va faire une rotation avant, il va affronter ce spot. Lui-même, Dom Tomato, est australien, donc de son Australie, il a vu les vidéos, il s'est dit, ce spot à Lyon, vous savez quoi, je vais voyager jusqu'en France pour venir l'affronter et le filmer, et me filmer dessus. Et comme ça, tout le monde va se rendre compte, évidemment, de mon niveau. Et puis lui, ça va être un challenge personnel, quoi. À côté, on a Courage Adams, qui est un athlète nigérian-espagnol, qui lui le passait en BMX. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en plus, il le saute, mais il réalise aussi une figure. Il va faire tourner son guidon. Sur la deuxième photo, vous pouvez le voir. Ça s'appelle un bar spin. Il fait tourner son guidon et il va replaquer en bas des marches. En tout cas, pour moi, c'est un bon exemple de spot caractéristique de quelque chose qui, à la base, pour nous, pour le commun des mortels, n'est pas un spot, mais pour des gars qui ont un niveau exceptionnel, qui vont l'affronter. Et ensuite, ce spot, il va faire le tour du monde parce que l'ensemble des athlètes qui ont le niveau pour l'affronter vont se dire « Waouh, je veux y aller ». Autre exemple dans ce domaine-là, plus proche de nous, à La Défense, où on a
un peu le même type de structure, à savoir sur la gauche un escalier avec un jeu de marche relativement intéressant et en plus un rail ou un rail que peuvent grinder ou slider les différents riders. Et donc là aussi, ça reste un spot emblématique puisque beaucoup d'athlètes tentent de le prendre. Et à côté, toujours à la Défense, là on a une autre structure urbaine sur laquelle on peut faire des slides, on peut utiliser sa planche ou le côté de ses rollers pour tenter d'avoir une glisse totalement différente. Mais ça, c'est un spot ce sont deux spots qui sont aussi très connus des riders. Alors là, je vous ai mis un autre exemple. Parfois, certains monuments, en fait, peuvent être investis parce que tout simplement, dans nos sports, en fait, il n'y a pas spécialement de règles. Et là, on voit notamment qu'on a la Tour Montparnasse. On n'est pas vraiment dans l'univers des street sports, mais on a tenu à vous le mettre voilà, en clin d'œil. Et donc, cet athlète s'appelle Léo. D'abord, là, on voit Alain Robert, en haut à droite, qui est le Spiderman français, qui est très connu pour affronter des tours en free solo, c'est-à-dire sans aucune sécurité. Et il a amorcé toute une tendance avec pas énormément, mais avec une poignée de gens qui font la même chose que lui. Et donc là, on a des visuels notamment d'un autre Français qui s'appelle Léo Urban, qui a escaladé la tour Montparnasse à main nue. Évidemment, je vous déconseille de le faire. On revient à une discipline un peu plus classique, le parcours. Le parcours, bien connu par les Yamakasi, création en tout cas française. Et le parcours, lui, il est né plutôt vraiment dans les cités. Et on ne va pas trouver les mêmes caractéristiques que sur les spots, évidemment, de skate, de roller ou de trotte. Et le parcours, là, on vous a mis un spot qui est très connu, qui s'appelle Manpower. Manpower, du nom de l'entreprise qui était implantée. Vous savez, cette entreprise qui, je sais quoi, c'est travail temporaire, tout à fait. Et donc, merci. Et donc Manpower, ce spot, il est connu parce qu'on vous a mis un petit schéma, parce qu'il présente, un peu comme les 25 marches qu'on a vues de l'escalier à Lyon, il présente un enjeu sportif pour le pratiquant de parcours assez incroyable, à savoir un vide de 4,50 m, avec un décalage entre le départ et la zone d'arrivée extrêmement impressionnant, et c'est un saut qu'on fait quasiment à l'aveugle. Donc pour les pratiquants, ça nécessite un engagement mental et physique assez exceptionnel. Et c'est un spot qui est devenu emblématique dans le monde du parcours, puisque plusieurs champions l'ont réalisé. Et maintenant, ils sont tellement forts qu'avant, ils le sautaient simplement, en saut dit droit ou de façon classique, et désormais, ils intègrent des vrilles et des rotations dans le saut, et c'est juste fou. Et vraiment, quand vous êtes en bas, vous avez très peur pour le pratiquant. Mais là où je tiens à vous rassurer, c'est que les gens qui font ça, parce que souvent on me dit « ouais, mais attends, tes sports, ils sont complètement dingues ». Non. Quand vous faites les 25 marches de Lyon, ou quand vous vous attaquez à Manpower, ou quand vous attaquez à la Tour Montparnasse à main nue, évidemment, vous êtes prêt à le faire. Voilà. Il y a très peu ensuite d'accidents en réalité, puisque ce sont des gens qui déjà se sont préparés physiquement et mentalement pour affronter. Donc pour nous, évidemment, on va se dire « mais c'est complètement dingue ». Mais pour eux, on va dire que c'est un exploit, mais un exploit faisable et réalisable. Donc il y a assez peu d'accidents. Autre spot emblématique, sur une structure, à vous de juger de sa grâce, en tout cas sur une structure urbaine assez connue, à Courcouronnes, c'est un lieu qui a été investi par les pratiquants de parcours, aussi dès le début quasiment de la création de ce sport, parce qu'il présente plusieurs caractéristiques. On peut s'accrocher, on peut passer de mur à mur, etc. Et c'est un spot bien connu en France pour les pratiquants de parcours. Alors on revient sur un escalier dans une université californienne, ça s'appelle El Toro. Et El Toro, pour ceux qui aiment l'univers du skate ou du roller, c'est un spot qu'on a vu dans énormément de vidéos. Et c'est un spot que les riders du monde entier ont rêvé d'aller rider, c'est-à-dire d'aller passer soit en sautant les marches, soit en utilisant les rambardes à côté pour réaliser ce qu'on appelle des grinds ou des slides. Et ce spot-là, il est vraiment extrêmement connu dans le monde entier. Et ce qui est drôle, c'est que vous parlez tant à un Brésilien qu'un Australien, qu'un Autrichien qui pratique l'une de ces trois disciplines, skate, roller, trot ou BMX, ils vont tous vous dire « un jour, j'aimerais bien y aller ». Manque de bol, à force d'être filmé, à force d'être investi par des gens qui ont le niveau pour le faire,
Il était fermé par les autorités américaines et donc voilà. Donc maintenant on peut y aller mais de façon illégale. C'est toujours le même spot. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a différentes disciplines. Tout à l'heure, on a vu des skaters. Là, vous voyez un gars en BMX qui va tenter une figure. Et on a également, je ne sais plus s'il est en roller ou en trotte, je ne vois pas très bien d'ici. Il est en trotte. Merci Thomas. Un autre spot emblématique, qui n'a rien à voir pourtant avec un spot. En fait, c'est globalement une station-service avec une station de lavage aux États-Unis, dans le quartier d'Hollywood. Ça s'appelle Sunset Car Wash. Et du nom, un peu comme Manpower, du commerce qu'il y avait en bas. Et en fait, ce spot présente une des caractéristiques, c'est qu'il a un toit plat. Il a ensuite un gros mur avec une inclinaison qui permet d'atterrir dessus. Et ce spot, on l'a vu dans énormément de vidéos de skate, puisqu'il est extrêmement technique. Évidemment, là encore, c'est réservé à des gens qui ont un savoir-faire exceptionnel. Et ce spot, il a été mythique et il a pris plusieurs années à être passé. Ça veut dire que le premier qui l'a fait, il l'a fait avec un saut simple, un ollie simple, et ensuite ils se sont amusés au fil des ans, parce que c'est comme ça dans ces disciplines-là, à intégrer des figures, donc à passer des flips, à passer différentes variations. Et c'est un spot qui est extrêmement connu, alors que, bon, visuellement, on n'est pas dans le rêve non plus. Hein. Autre spot connu à Hollywood, les 16 marches d'Hollywood. Un spot assez technique, avec une petite prise d'élan, mais qui était rendu extrêmement populaire par certains skateurs, notamment Ryan Sheckler ou Nyjah Huston, des vrais stars du skate aux États-Unis qui habitent dans la région. Et ce spot est devenu une espèce de quête. Et on le voit très régulièrement aussi dans beaucoup de vidéos. Et en fait, c'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo, mais globalement, il y a très peu de prise d'élan sur ce spot. Donc vous avez, je crois, moins d'une dizaine de mètres. Et ça demande donc un niveau de technicité assez poussé. Alors là, on a des spots un peu plus classiques, mais on revient un peu sur les caractéristiques. Hein. Là, il n'y a pas d'aménagement, mais on voit qu'il y a des espaces à grinder, à slider, à dropper, à gaper. Il y a plein de termes anglais. En fait, globalement, on peut s'amuser avec. Là, c'est un spot un peu comme Thomas nous a montré. Et je tenais... Alors voilà, ce spot, il est très intéressant, puisque c'est un spot qui se trouve en Espagne, à Barcelone, devant le musée d'art contemporain. Et Barcelone, c'est considéré par beaucoup de riders, donc par beaucoup de pratiquants, comme la Mecque du skateboard, ou la Mecque maintenant de la trotte, ou même du roller. Pourquoi ? Parce que les sols sont extrêmement agréables, et il y a énormément aussi de courbes, de structures urbaines qui permettent de rentrer des figures plus ou moins engagées. Et c'est vraiment devenu l'une des capitales mondiales du ride, et tout le monde rêve d'y aller, en tout cas tous ceux qui pratiquent, qui ont un bon niveau, encore une fois, hein, ou un très bon niveau, rêvent d'aller y passer, soit pour faire des vidéos, soit pour rentrer sur, par exemple, vous voyez, sur cette photo de droite, il y a ce qu'on appelle un gros set de marches, donc ce sont des marches assez particulières, et ils vont tenter d'y aller pour faire encore mieux que ceux qu'ils ont vus en vidéo. Donc au final, ce n'est pas des spots officiels, c'est devenu au fil des ans et au fil de l'histoire de nos disciplines, ce sont devenus des incontournables. Alors celui-là, je vais passer assez vite là-dessus parce que je crois que je consomme pas mal de temps. Je vais terminer par un spot en Chine qui est en fait une œuvre, tout simplement, une création artistique proposée par un artiste et qui est assez révélatrice de comment les riders détournent les choses. Donc évidemment, le rider... Quand il voit ça, lui, il se dit, il voit évidemment l'œuvre d'art, mais il se dit, waouh, il y a une courbe, il y a un sol nickel, ou un revêtement impeccable, et donc ils vont tenter, simplement d'abord pour le plaisir, de commencer à glisser dessus, à le rider, et puis ils vont pousser un petit peu, ils vont aller de plus en plus loin, et à force... ils vont tenter de réaliser des photos, des vidéos et de faire des choses assez exceptionnelles. Donc au final, là, c'est un autre exemple de spot, c'est-à-dire c'est une création, hein, tout simplement, qui a été investie parce qu'elle présente des caractéristiques idéales pour la pratique de nos sports. Donc une belle courbe, une belle inclinaison, un bon revêtement et en plus une dimension esthétique qui va valoriser le tout. Parce que peut-être un dernier mot là-dessus, la dimension esthétique. On a parlé globalement de qu'est-ce qui fait la caractéristique des spots, c'est le sol, la disposition
et la qualité des structures naturelles ou pas, les plans inclinés, les bosses, donc voilà. La taille aussi des structures qui fait la caractéristique, comme vous l'avez vu, les 25 de Lyon ou le spot del Toro en Californie. Et l'autre élément, ça va être le graphique, ou l'implantation dans un environnement esthétique qui va permettre ensuite de réaliser de belles photos et vidéos, parce qu'une énorme partie de nos sports est aussi liée au rendu image quand on va filmer ou quand on va faire des photos. Donc voilà. Donc on a différentes caractéristiques de spots, mais qui ont pour point commun en tout cas de rassembler des passionnés et de provoquer en général des émotions extrêmement positives, puisque quand on pratique, c'est avant tout pour être heureux, pour retrouver ses potes, pour kiffer la vie, quoi. Voilà. Merci Jonathan, merci Thomas. Moi, j'ai un souci. Pour commencer, je suis daltonien. Le bouton vert, c'est lequel? C'est le gros. C'est le gros, hein? D'accord. OK. Alors, moi, je suis venu pour vous parler du design actif, parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Ça prend de plus en plus de place dans nos aménagements, et moi, j'en suis très heureux, parce que ça fait des années qu'on en cause. C'est en fait un concept qui va vous inviter à bouger. Ça va être de la réappropriation des espaces urbains, la transformation des sites, la transformation des usages pour amener une personne à bouger sans qu'elle s'en rende réellement compte, en fait. Donc on va inviter cette personne à prendre des escaliers, on va inviter cette personne à aller jouer au basket, à aller jouer, à aller courir, à aller à la rencontre des gens, et à créer un lien qui va pouvoir se faire avec la ville. Donc là, moi, je vais profiter de ce temps de parole pour vous présenter ce qu'est le design actif, parce qu'on prend pas souvent le temps d'en parler. On vous montre souvent des images, mais on n'explique pas trop. Donc, on va avoir segmenté le design actif en... on avait mis des chiffres. Donc ça, c'est les chiffres de santé, pour vous montrer qu'effectivement, il y a un énorme problème de sédentarité en France, et pas qu'en France, à l'étranger aussi, et que la pratique sportive, elle n'est pas simple à mettre en œuvre dans les collectivités, que beaucoup de gens n'en pratiquent pas, que les jeunes filles, les jeunes femmes disparaissent de l'espace public très tôt, aux alentours de 12-14 ans, elles prennent plus le temps ou elles vont plus dans l'espace public pour différentes raisons qu'on va pouvoir voir après, que les seniors actifs sont un peu des oubliés de la pratique urbaine sportive, qu'on segmente malheureusement les pratiques, et ce qui ne va pas créer une espèce de communauté autour des pratiquants, et qu'on n'arrive pas à... Enfin, moi, je pousse à ça, à ce qu'il y ait une multi-activité, une multidisciplinarité, un multi-usage sur les espaces, pour que les gens puissent venir se rencontrer, s'essayer sur différentes pratiques sportives et créer un lien. Et créer un lien et une ambition autour du savoir bouger. Et donc, pour lutter contre cette sédentarité qui est en train de se mettre en place avec des chiffres qui sont stratosphériques, on s'en rend pas compte, mais on a une bombe atomique sous les pieds, et c'est pas celle de Poutine, c'est celle de la sédentarité, ça va arriver très vite. Moi, j'ai 3 enfants, mes 3 enfants sont en moins bonne santé que moi quand j'étais petit. Ils ont perdu entre 25 et 30% de leur capacité cardio-pulmonaire au même âge en 30 ans. C'est les chiffres de la Fédération française de cardiologie, et c'est assez terrible. On passe effectivement beaucoup de temps maintenant sur les écrans, on est invité à rester chez soi. On a vu pendant le Covid qu'il y avait une quantité d'applications qui étaient sorties pour que vous pratiquiez le sport chez vous, ou que vous pratiquiez des choses chez vous. Mais on vous invite à rester en place. Moi, je vais vous inviter à aller dehors, à aller prendre la ville par la main, à aller jouer avec elle et puis à la trouver bienveillante. Et on va essayer de transformer la ville pour que ce soit un espace de pratique ludico-sportive. Moi, je suis assez fan de votre sujet de travail sur les fan zones, parce que moi, je suis pas issu des sports extrêmes. J'ai fait beaucoup de sports collectifs, j'ai fait énormément de sports, donc j'ai fait des multipratiques. Après, je suis passé par tout un tas de choses, mais j'ai fait 16 ans de handball pour finir. Et je suis passé par le ski, la plongée, le parachute, enfin tout un tas de disciplines qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, l'amoureux des pratiques sportives et l'amoureux du jeu. Ici, ça, c'est les 3 piliers. C'est vraiment la base, en fait, sur le design actif. Donc, on va avoir les loisirs actifs, les transports actifs et le bâtiment actif. Je vais les définir après. C'est sur ces 3 piliers-là qu'on peut travailler. Le design actif, c'est pas uniquement la mise en peinture d'un terrain de basket. Ça, c'est trop facile, en fait, de dire que la fresque picturale qu'on va mettre au sol, ça va être le design actif. Mais aujourd'hui, c'est souvent utilisé comme ça. C'est un peu galvaudé. Le design actif, c'est un concept qui est né à New York, il y a une quinzaine d'années,
quand ils ont voulu repenser la ville et l'attractivité de la ville et la mise en mouvement de cette ville. Depuis, ça a pas mal évolué, les villes se le prennent, c'est une démarche qui est utilisée et qui est mise en place et qui a trouvé un nom, le design actif, et qui maintenant est utilisé en France depuis 3-4 ans, on entend parler de ce terme, qui prend de plus en plus de place. Tellement de place que moi, je suis issu des équipements sportifs, donc je suis gérant d'une boîte qui s'appelle Playgon notamment. On est aménageur ludique et sportif, donc on équipe des stades, des gymnases et des aires de jeux pour enfants, pour résumer. Et là, il y a une certaine reconnaissance au niveau du design actif parce qu'il y a un plan de financement très important pour nos métiers et pour les équipements sportifs en France qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle le plan Macron des 5000 équipements de proximité. Donc un plan de financement d'à peu près 300 millions d'euros sur 3 ans pour financer des équipements de proximité. À la base, le design actif n'entrait pas dedans. Mais après avoir été mis en place pendant 1 an et après que les collectivités aient poussé pour que le design actif rentre dedans, maintenant le design actif va être financé aussi par ce plan de financement. Donc il y a une certaine reconnaissance même des pouvoirs publics autour de cet équipement et on comprend qu'en fait ce concept de design actif peut permettre de lutter contre la sédentarité, en tout cas va vous inviter à bouger. Donc les loisirs actifs, c'est la mise à disposition des usagers des aires de jeu et des aires de pratique sportive qui vont permettre à tout type de personnes, quel que soit le genre, quelles que soient les aptitudes physiques, de venir sur un équipement. Donc on va essayer de casser des codes visuels et casser des codes fédéraux pour aller sur une pratique sportive qui va être probablement plus ludique, mais en tout cas vous allez être invité à bouger sans vous en rendre compte. Et ça c'est important, c'est vraiment les micro-mobilités, les micro-activités. Si vous êtes invité à aller vous déplacer sur un équipement, à monter une côte, à descendre, à jouer avec vos enfants, et à rencontrer les gens, vous allez vous mettre en activité. Et donc ce mouvement-là est important. On va redéfinir des terrains de sport en changeant les codes, en cassant les codes avec des pistes d'athlétisme ou des terrains de basket qui ne sont pas les équipements fédéraux. Pourquoi on travaille aussi comme ça? Parce que c'est un frein, finalement, les équipements sportifs qui sont sur des dimensions fédérales. Parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui sont peut-être trop gros, peut-être trop petits, des jeunes filles, des enfants, qui vont pas oser aller sur un équipement parce qu'ils vont se dire « moi, je sais pas jouer, est-ce que j'ai ma place sur cet endroit-là » Alors, est-ce que la question, c'est de savoir si l'enfant qui sait pas jouer a la place sur cet endroit-là ou est-ce que j'ai le droit d'y aller pour m'amuser? Après, je verrai ce que je vais faire de cet équipement, parce qu'un terrain de basket, ça peut être un spot de skate, parce qu'on a des super revêtements sur les terrains de basket. On peut aussi jouer, on peut faire du yoga, on peut faire un chat, ça peut être un espace de rencontre si on a mis des tribunes, donc ça peut être vraiment un équipement multi-usage. Les transports actifs, c'est qu'est-ce qu'on fait pour inviter les gens à avoir une mobilité active? Donc la mobilité active, on va avoir la marche à pied, qu'on oublie souvent, qui est malheureusement très souvent remplacé par la trottinette électrique, notamment à Paris. Mais ça, c'est un autre sujet. Et derrière, on va retransformer des espaces ou aménager des espaces pour que les gens soient invités à traverser la ville. Là, je vais un peu vite parce que j'ai beaucoup de slides et que j'ai que 20 minutes, donc il faut que j'aille vite. Après, on pourra en reparler. Les trajets du quotidien qui ont été transformés, enfin qui prennent de plus en plus de place là, sur les transports motorisés. On voit que pour aller sur le lieu d'études, c'est environ 60% des transports qui se font en voiture et que 40% se font en vélo ou à pied. Et qu'après, pour le travail, c'est encore pire, c'est 73-75% en véhicules motorisés et plus que 27% sur les transports actifs. Après, il y a le bâtiment actif, un terrain de jeu qui est encore trop peu investi ici dans notre pays et qui l'est dans d'autres pays où on va passer beaucoup de temps adulte, c'est dans les bureaux. On va passer beaucoup de temps quand on va aller au travail et même dans les collèges, les lycées, etc. ou les facs. On est amené à transiter beaucoup sur ces éléments-là qui ne sont pas encore investis dans ces pratiques sportives. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que, justement, pour inviter à bouger à l'intérieur et qu'il y ait des échanges qui se fassent autres que des échanges pédagogiques, mais que ça devienne des lieux de rencontre, comme sur les banquettes qui sont là, ou comme sur le toboggan qui a pu être installé là sur la gauche, et qui vont amener quelque chose de différent et qui vont en tout cas créer une surprise sur le lieu et un investissement autre et qui vont vous donner du plaisir. L'important, c'est aussi de donner du plaisir sur l'équipement qu'on va créer et qui va sur lequel vous allez vivre au quotidien. Après, nous, on a défini le design actif autour de 12 principes. Donc, on parle d'activités pour tous et tous.
c'est la multigénérationnalité. C'est la différence, c'est la question du genre, la question de l'âge, de l'aptitude, des accessibilités et de la communauté. Moi, je pense et j'ai l'ambition de penser que les équipements urbains, ils doivent être fabriqués pour la ville, en fait, et pour les gens qui y habitent, pour les habitants de la ville, et plus on va réussir à définir des espaces où les gens vont aller à leur rencontre et vont avoir à se rencontrer, plus on va avoir une victoire derrière. La place de la République, elle est absolument canon pour ça, parce qu'effectivement, vous êtes invité dessus pour faire différents types de choses, comme les manifestations, là, comme tu en parlais tout à l'heure, ou comme les pratiques sportives. Donc on va pousser ces équipements à exister pour que les gens puissent aller dessus et se rencontrer. C'est important. Le sport, c'est un vecteur social, mais il faut mettre des éléments dessus pour que ça le soit vraiment. On va créer des espaces où il y a une interdisciplinarité. Là, c'est un grand playground avec, en termes de pixels, avec des pixels différents. Vous choisissez à peu près la mouture que vous voulez, vous adaptez votre équipement comme vous le souhaitez, vous déplacez les équipements. Puis après, au final, vous allez avoir un équipement qui va être le vôtre et qui va ressembler à vos attentes et qui va pouvoir aussi évoluer et puis répondre à différents besoins. Il y a la dimension esthétique qui est extrêmement importante dans les équipements sportifs et ludiques pour amener la fierté des habitants et des usagers. Qu'est-ce qui va vous faire venir aussi sur un équipement? C'est que vous allez le trouver beau, que vous allez le trouver sympa, que les revêtements de sol, vous allez les trouver durs ou avoir le bon son, que vous allez pouvoir rencontrer différentes expériences. On a mis en place des grilles de contrôle. Parce que ce qu'on peut voir dans les aménagements urbains publics, c'est que très souvent, il n'y a pas d'évaluation qui sont faites après la mise en place de l'équipement. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'équipement? Est-ce que cet équipement-là, il répond aux besoins qui a été demandé à la base, et est-ce que les usagers sont contents avec ça? Donc on a mis en place des grilles d'évaluation dont on discute avec les collectivités avec lesquelles on peut bosser pour voir si ça répond bien, et aussi sur les démarches de concertation qu'on va mettre en amont du projet pour être sûr et certain qu'on va répondre aux attentes. Parce que très souvent, les démarches de concertation nous montrent que l'idée de base n'est pas tout le temps la bonne et qu'en tout cas, les échanges amènent à des installations très différentes qu'attendues. Le réseau piétonnier prédominant, donc on parle de la ville du quart d'heure et de plus en plus, notamment grâce à Carlos Moreno, qui en parle très très bien, avec cette ambition de faire une ville qui n'est pas applicable partout. Donc on va parler de la ville du quart d'heure ou la ville de la demi-heure, où tout va être accessible en mobilité active à moins de 15 minutes, avec cette multidisciplinarité aussi dans votre quotidien qui va vous permettre de passer d'une activité à l'autre, mais toujours autour de chez vous, et qui va vous permettre de rencontrer des gens, d'aller chez le docteur, etc. On va travailler pour cela sur des espaces, des apaisements de circulation, sur des travaux au niveau des ronds-points, sur des travaux au niveau des passages piétons, sur le travail de la rue. Quelle est la place du piéton dans la rue, qui est centrale? Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est au piéton de faire attention à la voiture ou la voiture de faire attention au piéton? Moi, j'ai ma réponse. Et on travaille sur ces éléments-là pour pousser et pour donner une nouvelle légitimité à la place du piéton dans la ville et à la mobilité. On va créer des espaces qui vont être structurés de ce type-là, qui vont vous donner envie de bouger et qui vont toujours créer cette histoire de surprise, de lieux totémiques ou emblématiques ou iconiques, et qui vont permettre d'attirer les gens vers cet espace-là. Comment vous allez faire, vous, par exemple, pour que votre fan zone puisse être suffisamment sexy pour que les gens ils aient envie d'y aller? Parce qu'effectivement, le précaré avec les grilles tout autour et les moutons centraux, ça donne pas très envie. Et c'est très souvent ça. Même si vous avez des espaces pour boire des bières, etc., c'est pas souvent très glamour. Donc on a toujours cette grille d'évaluation dont on pourra reparler, mais là, j'ai pas forcément le temps. Des itinéraires... Tu peux prendre un peu de temps, c'est bon. D'accord. Bon, on regardera une grille d'évaluation, là. Des itinéraires pédestres et cyclables connectés pour favoriser la mobilité douce et les transports en commun. Donc, avoir une voirie adaptée et des espaces verts. Avoir des éléments pour garer vos vélos, pour ranger vos vélos, pour aller les réparer. Retravailler des espaces comme ce pont qui était en fait une voie circulable en voiture et qui a été transformé pour en faire un lieu piétonnier. Avec cette transformation, cette mise en couleur pour que les gens puissent se le réapproprier et baisser le niveau de voiture dans la ville.
c'est travailler sur des espaces un peu différents, parce qu'on a des très beaux abris de bus dans la rue, mais on peut faire certainement mieux. Et le design peut s'intégrer dans la rue pour créer cette surprise et cette différence au niveau de ces équipements-là. Après, à Paris, on parle d'esthétique parisienne, donc c'est plus compliqué d'intégrer ça, mais dans certaines villes du monde, c'est possible. Et on pousse pour que ça soit possible le plus souvent possible. On va en profiter alors. Donc par exemple, ici, dans la liste de contrôle, on a « Est-ce que la proposition favorise-t-elle un réseau lisible, intégré, direct, sûr et attrayant d'itinéraires pédestres et cyclables adaptés à tous les utilisateurs ?» Bon, après, c'est pas facile de vous l'expliquer comme ça, mais on va prendre le temps, une fois que l'équipement sera mis en place, de répondre à ces besoins-là et peut-être de faire évoluer les équipements. Parce qu'on aime bien aussi que les équipements ne soient pas totalement figés dans le temps et qu'un équipement, ça doit vivre. Et la réponse du lundi ne sera pas celle de dans 6 mois peut-être. Ici, l'implantation d'équipements collectifs, comme la création d'un parcours dans la ville reliant l'ensemble des services. Des études qui indiquent que 50% des usagers combinent plusieurs activités quand ils sortent pour aller dans le commerce. Donc ça peut peut-être pour aller faire du sport, ça peut aller pour aller par exemple pour aller à la bibliothèque ou amener les enfants à l'aire de jeu pour enfants. Donc on va travailler sur le travail d'aménagement différent. Qu'est-ce que je fais pour que cette pratique multidisciplinaire là, puisse se faire? Alors on va aménager des playgrounds, on va dessiner des éléments qui vont être très différents et qui ici, là par exemple, on parlait du ruban rouge tout à l'heure pour le skate. Ici c'est le ruban jaune, mais ce ruban jaune là, en fait, c'est une aire de jeu qui peut se déployer un peu comme on veut dans tous les sens et qui va offrir différentes disciplines dessus. Donc vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir manger ce que vous aurez acheté en dessous, vous allez pouvoir jouer avec vos enfants parce qu'il est important de créer des éléments ludiques qui sont partageables avec les adultes, et que ce soit les seniors ou vos parents. Parce que ça c'est un malheur pour moi, mais les aires de jeu qui poussent en France et qu'on installe partout, elles sont destinées qu'aux enfants, et quand vous êtes parent, vous avez besoin d'échanger avec votre enfant, et le partage et inviter les parents à aller sur une aire de jeu va permettre le partage et l'apprentissage chez l'enfant. Donc on travaille sur des aménagements ludiques et des aires de jeu qui vont aussi être accessibles aux parents. Ça, par exemple, c'est le dessus d'un hôpital pour enfants. Donc l'idée, c'est, on est sur des espaces qui peuvent être tristes, qui peuvent être très négatifs, etc., mais après qui peuvent être pleins de victoires. Et c'est aussi des espaces dans lesquels il va falloir amener de la vie. Et amener de la vie, comment on peut faire? On peut l'amener par la couleur, par des visuels hyper différents et par des structures de jeu qui ambitionnent autre chose qu'être juste un espace, mais sur lequel il va vraiment y avoir de la vie qui va s'implanter. Là, on est toujours dans cet aspect du design actif. Comment je fais pour que ce rooftop, là, cet espace de toit devienne un vrai lieu d'activité? Et là, on est effectivement sur ce type d'aménagement, on est très très loin de la peinture sur le terrain de basket, qui est très beau, mais on a une démarche qui va être transversale et hyper complète. Après, on n'est pas dans les mêmes budgets non plus, mais on est dans ce sens-là. Le réseau d'espaces publics multifonctionnels, la réhabilitation ou la création d'espaces ludiques et sportifs inclusifs pour les familles. Là, on a mis que c'était en 40 ans que les enfants avaient perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Et ça, c'est le fléau de demain, c'est qu'on a une armée de diabétiques qui se prépare et qu'il faut qu'on arrive à pousser les jeunes à aller dans la rue. Donc on va les inviter sur des éléments nouveaux, des éléments iconiques, totémiques. On va travailler sur des espaces qui peuvent être des espaces éphémères, mobiles comme ça. C'est un espace qui avait été installé dans une surface commerciale en extérieur, qui a eu une durée de vie de 3-4 mois. Bon, tout de suite, je ne vais pas vous parler de RSE sur cet équipement-là, mais en tout cas, c'est un équipement qui a été posé et qui a créé l'événement et qui a aussi buzzé. Donc, alors pour les commerçants, c'est bien parce que ça devient une destination touristique. Pour la ville, c'est bien parce que ces images, elles ont fait le tour du monde. Et parce qu'après, ça donne envie aux autres de faire pareil. On travaille à essayer de donner envie. Donc, on partage beaucoup sur les images et on communique beaucoup sur ce qui se fait pour dire, voilà, c'est possible, n'hésitez pas. Pourquoi les équipements urbains et notamment les équipements ludico-sportifs sont assez standardisés? Parce que très souvent, nous, on a les élus qui me disent, voilà, Nicolas, je veux pareil que la ville d'à côté. Et là, il y a une super discussion qui peut se mettre en place si l'élu est à l'écoute, parce que je lui explique que c'est pas bien de faire pareil que le voisin d'à côté,
et qu'il vaut mieux essayer d'innover et de s'amuser si on a les moyens de le faire et qu'il est possible de créer des choses différentes. Des genres et l'espace public, une question qu'on se pose depuis peu de temps finalement, et qui est primordiale pour l'avenir. En France, on a plus de femmes et de jeunes filles que de garçons, et pourtant l'espace public sportif est quasiment utilisé que par les garçons. Les terrains multisports que vous voyez partout dans la rue, c'est que par des garçons. Les espaces fitness dans la rue, c'est que par les garçons. Donc il va y avoir des réponses pour lutter contre ça. Il y a des réponses en créant des espaces qui vont être différents, qui ne vont pas ressembler à un équipement sportif et qui vont amener l'envie d'aller dessus, qui vont être peut-être sécurisés par des luminaires, qui vont être plus ouverts, où on va voir les entrées et les sorties. On va avoir les luminaires, on va avoir des vestiaires, on va avoir des toilettes qui vont permettre à toutes les personnes d'aller sur le site pour essayer d'enlever le maximum de choses qui vont faire que je n'ai pas envie d'aller sur le site. Les aménagements qualitatifs, comme la rue doit être sûre et attractive, donc c'est favoriser la sécurité dans l'espace public et sur les aires de loisirs en accès libre. Donc là, on est au chapitre 7 sur les 12. Donc on va travailler sur cette lumière, on va travailler sur la mise à disposition de vestiaires ou de sanitaires. Très souvent, ce qui remonte très souvent dans les consultations, c'est comment je vais faire du sport dans l'espace public si j'ai pas de douche ? Et les jeunes filles, j'avais entendu ça il y a quelques années, c'était mais moi il n'y a pas de toilette, donc je ne vais pas sur l'espace sportif parce que je ne peux pas aller aux toilettes. Et effectivement, c'est une grosse difficulté, et ça c'est une énorme bataille avec les collectivités, c'est d'intégrer les sanitaires sur l'espace public. Et il y a effectivement un vrai besoin. Je connais 3 sociétés moi, qui travaillent sur des sanitaires féminins et qui sont absolument canons et qui en plus proposent des équipements qui sont très beaux. Enfin, selon moi au moins, et qui peuvent s'intégrer sur cet espace-là. Donc on va travailler sur la sécurisation du site, sur la mise en lumière, sur les ouvertures, sur la création d'espaces différents qui vont sécuriser le site et qui vont permettre au plus grand nombre de venir dessus. Parce que là, quand à 17h, il commence à faire nuit, sur les espaces sportifs extérieurs ou sur les aires de jeu, à 17h, vous n'avez plus personne parce qu'il n'y a pas de lumière, ou parce que l'équipement n'est pas sécurisé, ou parce qu'il n'y a qu'une petite porte et qu'on a peur d'y aller. Donc on veut inviter les gens dans la ville. Pour inviter les gens dans la ville, il faut qu'on arrive à les rassurer, à faire de la ville un endroit sécure. Là, on en revient aux toilettes et aux sanitaires que j'évoquais juste précédemment, les infrastructures appropriées. Donc les garages à vélo, on invite à aller à la mobilité en vélo, donc il faut qu'on puisse voir des garages à vélo. Paris se transforme en ville vélo et j'en suis très heureux, la transformation se fait très vite, c'est pas très beau, mais dans 10 ans on sera tous contents. Par contre, par exemple, vous allez à Copenhague, vous allez dans les gares, vous avez des parkings à vélo où il y a 5000 places de vélo, des trucs souterrains, des choses absolument incroyables. Ici, on n'a pas encore ça. Donc on doit pousser pour qu'il y ait des espaces pour garer son vélo, pour inviter les gens à aller au vélo, parce que vous ne pouvez pas le balader partout. Il y a l'histoire des sanitaires là, qui est hyper intéressante. Pour les garages à vélo, on va aussi mettre à disposition des équipements qui vont permettre de le réparer, ou on va mettre à disposition des recycleries ou des gens qui vont vous aider à retaper votre vélo, parce qu'on ne sait pas tous le faire. On va créer des espaces de détente et de loisirs qui vont permettre d'attendre le train plus facilement auprès d'une gare. Et on va travailler sur ces choses-là. Donc on est toujours sur un travail de couleur, de revêtement de sol et de surprise sur qu'est-ce que je peux mettre en place pour vraiment donner envie. Et qu'est-ce qui peut faire que cet équipement-là puisse être défini différemment que celui du voisin. On a quand même des libertés d'action et un potentiel qui est énorme dans les équipements ludico-sportifs. Moi j'en parle souvent comme ça, je pense qu'on est un des rares métiers où il n'y a que du plaisir. On n'est pas dans un truc de contrainte, on est normalement que dans un truc de plaisir et on doit réussir à proposer des choses qui répondent aux attentes et qui vont donner envie. Donc on peut innover, on peut créer, on peut mettre de la couleur, et on sera vraiment que dans le plaisir, sur la petite cerise qui est dans la ville, comment je fais pour que ma ville elle devienne bienveillante et attractive. Ici, l'école dans et hors les murs. Donc l'école, moi j'en parle comme étant le premier espace sportif pour un enfant. C'est vraiment son premier stade, là où il va apprendre à courir, à grimper, à sauter.
Malheureusement, les écoles en France, on a tout enlevé en fait. Aujourd'hui, si vous avez une aire de jeu dans une école, vous avez de la chance. Si vous avez des arbres, c'est encore mieux, mais c'est très rare. On travaille sur l'aspect aussi de la sociabilisation dans les cours d'école. Et c'est toute l'histoire qui va autour de la ville à hauteur d'enfant. Alors aujourd'hui, on a un principe là qui se met en œuvre, et notamment à Paris, notamment à Lille, à Lyon, et nous on travaille aussi sur Bordeaux dessus, c'est les cours oasis. Alors les cours oasis, c'est le terme pour parler de la désimperméabilisation et la végétalisation des cours. Comment je fais pour que cette cour elle puisse traiter les îlots de chaleur? Mais à travers la cour oasis, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à travers la végétalisation d'une cour, on travaille aussi sur la mixité des usages dans l'équipement. Donc on va redéfinir la cour, on va enlever le terrain de foot au milieu de sa place centrale. Il y a des études absolument passionnantes où on voit que les enfants, dans leur imaginaire, imaginent que le terrain de foot est bien plus grand que ce qu'il est réellement sur le site, mais qui prend toute la place sur les dessins qu'on leur demande de faire, donc c'est assez fou. Donc on va retravailler la place du jeu de ballon, on va travailler avec les enfants et le personnel éducatif pour savoir quelles sont leurs attentes, on va végétaliser, on va recréer des coins où les gens vont pouvoir aller se rencontrer et où les enfants vont pouvoir faire de la sociabilisation, parce que c'est dans les espaces végétaux en fait de la cour que les petits jeux et les jeux comme vous jouez à votre famille en fait vont se réaliser. Donc c'est dans ces espaces-là que la sociabilisation va se faire. C'est dans ces espaces-là que les garçons et les filles vont jouer aussi plus facilement. Donc avec la cour oasis, on a une opportunité gigantesque de retravailler cet aspect mixité et d'éviter que les enfants dès le plus jeune âge ne se parlent plus et jouent plus ensemble. Donc ça, c'est une cour oasis, par exemple, qui est dessinée avec des espaces tout à fait nouveaux, avec des revêtements différents. Vous pouvez avoir du liège, un revêtement sol-liège, vous pouvez avoir du mulch, vous avez des revêtements de sol différents, vous avez des structures qui sont... Qui c'est l'architecte? Excuse-moi, c'est Fiona. C'est qui l'architecte? C'est Spectrum. Et c'est à Tours. C'était qui était à Tours? C'était Shems qui était à Tours. Bon, voilà, c'est à Tours. Après, il y a des avant-après qui peuvent être comme ça et qui sont des avant-après qui sont pas en cour oasis, mais qui n'ont pas la définition comme nous on l'entend, mais qui sont des transformations. C'est aux États-Unis, donc c'était à New York, et c'est la transformation d'un parking pour le ramener dans un espace scolaire et le donner aux enfants avec la création d'un terrain de foot et de différents équipements. Bon, après, quand vous partez de rien, l'avant-après est toujours ultra flagrant, mais ça fonctionne très bien. Donc il y a l'aménagement de tribunes, l'aménagement d'ombrières et de petits chapeaux qui va permettre aux enfants de venir s'asseoir et de se poser. Il y a les différents équipements de jeu, de sol, de ballon. Il y a les cheminements pour inviter l'enfant à courir. Il y a l'espace vert avec le gazon synthétique qui permettra aux parents, enfin au système éducatif là, de jouer dessus. Il y a la transformation des cours d'école, ça c'est des photos, c'est à Barcelone. Barcelone est pas moteur que dans le skatepark. Ils sont moteurs dans tout un tas de choses, et notamment sur ces rues, les rues aux enfants, où on invite les gens à aller dehors en transformant les rues et en y intégrant des graphismes et des visuels qui vont permettre aux enfants de se réapproprier la rue. Dans la ville à hauteur d'enfant, il est important que l'enfant puisse trouver sa place dans la ville. Aujourd'hui, les villes, elles ne sont pas faites pour que les enfants aient leur place dans la rue. Et dans la ville, moi, en tant que parent, j'ai pas envie que mes enfants y jouent dehors, et j'en suis attristé parce que j'ai toujours joué dehors. On essaye de travailler sur des espaces de ce type-là, comme ça, qui vont pas coûter cher à la collectivité, mais qui vont tout transformer et qui vont permettre aussi de transformer toute l'ambiance du quartier. Si vous remettez les enfants dans la rue et s'ils rejouent dans la rue, vous allez avoir gagné beaucoup d'attitudes positives et de bienveillance tout autour de ce lieu-là. Donc c'est pour ça que ces lieux-là, il faut les multiplier. Donc j'explique aussi aux collectivités que c'est pas tout le temps très cher. On peut effectivement être sur des budgets de 500, 600 000 euros sur des dossiers, mais on peut aussi être sur des dossiers comme ça qui coûtent 4 5 000 euros pour réaliser toute la peinture, et on pousse aussi les acteurs des collectivités à le faire elles-mêmes. Il n'y a pas de normes dessus, donc il n'y a pas de dangerosité à l'appliquer en interne. C'est les transformations de rues aux écoles, les rues aux écoles qui prennent Paris aussi à présent, et des transformations où on va fermer un accès aux voitures
donner plus de place aux piétons et aux familles pour transformer des espaces en des lieux de pratique. Ludico-sportifs toujours, mais en amenant ces espaces qui vont permettre aux gens de se réapproprier la rue et redescendre dans la rue. Les bâtiments actifs, donc on l'a survolé rapidement, et ça c'est une question aussi, qu'est-ce que je fais pour aider les gens qui travaillent à pratiquer le sport, parce que la raison de ne pas faire du sport, c'est souvent j'ai trop de travail. Moi, je vais à une salle de CrossFit le matin, j'y vais à 6 heures, donc j'essaye de trouver des horaires décalés pour pouvoir intégrer la pratique sportive, mais ce n'est pas tout le temps possible. Donc, amener le sport dans l'espace de l'immobilier, dans l'espace des bureaux, c'est très important. Il y a une réflexion qui est de plus en plus poussée dessus. Les nouvelles tours qui poussent à la Défense, elles intègrent quasiment toutes, des sanitaires, des espaces de douche et des salles de fitness sont accompagnés avec des coachs, donc ça va dans le bon sens. Mais après, il y a tous les équipements qui sont déjà existants. Comment on fait pour les transformer et que ces équipements-là deviennent des lieux où on transpire et où on s'amuse et où on peut se laver aussi. La gestion, la maintenance et le suivi et l'évaluation des équipements, ça c'est un point qui est très important dans le design actif, parce que le design actif, ça peut avoir un effet waouh immédiat, canon, vous allez trouver ça hyper beau. Mais si vous ne l'entretenez pas, dans 3 ans, ça va devenir très moche, et l'équipement, il peut être enlaidi, et les gens, l'idée, l'appropriation de l'équipement va très rapidement s'inverser. De quelque chose qu'ils trouvaient super beau, ils vont dire, mais qu'est-ce que fait la mairie ? Et la mairie va pas savoir forcément quoi faire. Donc on doit expliquer qu'effectivement ça a un coût d'entretenir les équipements et qu'il faut y organiser un suivi pour que l'équipement, lui, reste toujours hyper attractif. Et après, il y a cette histoire de promotion active. Donc les villes, elles investissent beaucoup. Il y a énormément d'investissements qui sont faits pour ces aménagements-là. Ce qui manque très régulièrement, c'est que les villes, elles ne communiquent pas dessus. Et donc, il y a cette promotion de l'activité sportive à l'intérieur de la ville et au niveau national qui doit être faite pour pousser les gens à aller à la rencontre de l'équipement et les inviter à aller à cet équipement-là. Donc, combien d'équipements sont installés en ville sans que personne ne le sache, sans que les gens qui habitent à 3 km de l'équipement le sachent, parce qu'ils ne sont pas invités à y aller. Après, tout le monde ne traverse pas Montpellier en roller, donc tout le monde ne découvre pas les interstices de la ville. La communication municipale, nous on accompagne les villes sur cette communication-là pour essayer de les aider sur communiquer sur les équipements, sur les réseaux et trouver des vecteurs différents pour qu'elles puissent communiquer sur leur réalisation. On a pris des visuels pour montrer ce que c'est le design actif à travers le monde. Ça c'est à Barcelone, eux, ils ont retravaillé leur ville autour des blocs et des super blocs dans la ville. Bon, ils ont une ville qui est tout en carré et avec des grandes avenues et où les gens vivent par bloc d'immeubles. Donc, ils se sont réappropriés des places publiques et des places qui étaient destinées à la voiture pour les transformer en places publiques. Et ça pousse à travers la ville un petit peu partout. Donc, à la base, c'était des trucs événementiels et même maintenant, c'est devenu des choses stables. Ça, c'est Montréal qui crée l'événement tous les ans sur la transformation d'une grande avenue dont j'ai oublié le nom, mais si vous êtes allé dans Montréal, vous la connaissez. Et c'est une rue qui a été élue avenue la plus bienveillante au monde cette année. Ça, c'est drôle, mais tous les ans, ils créent l'événement et au fur et à mesure, les terrasses sont poussées, les gens viennent vraiment se rencontrer là et puis c'est devenu un lieu de destination pour les touristes. On peut transformer des espaces comme ça, des bords de fleuve où on va travailler, et là, bon, c'est des super budgets, hein, mais on va retravailler tout l'aménagement des voiries et les réutilisations des bords de canal ou des bords de fleuve. Donc ici, on peut imaginer, à Paris, en région parisienne, on a quelques sujets de ce type-là, notamment dans le 93, où il y a quelques endroits qu'on pourrait se réapproprier pour en faire des lieux, des vrais lieux de vie. Il y a le design actif ludique avec des éléments qui coûtent pas forcément hyper cher, mais des bonnes idées, des bonnes mises en pratique avec des tableaux qu'on va pouvoir mettre sur les murs existants. Quand on n'a pas de place au sol, il reste les verticalités. Et les verticalités, dans notre univers du ludique et du sportif, elles sont très peu utilisées. Et tous les murs des enceintes et les murs des immeubles, on peut se les approprier. S'il n'y a pas un architecte des bâtiments de France qui vous dit non. Mais sinon, on peut le faire, et même en bonne entente avec eux parfois. Et on travaille pour aménager ces espaces-là. Donc ça va permettre d'activer la rue et de créer la surprise. Donc là, c'est une rue aux écoles.
C'est une fondation qui s'appelle Kaboom, et je vous invite à aller voir ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas d'équivalent en France, et c'est génial. En fait, c'est une fondation qui investit dans les aménagements, dans ce type d'aménagement, et qui finance des tas d'équipements, mais avec une très très belle démarche. Il y a les transformations de ponts qui, comme ici à Rome, qui avaient été faites de manière événementielle, mais qui peuvent être durables, avec des ponts qui vont ne pas être utilisés uniquement pour la traversée des touristes ou des piétons, mais qui vont être aussi utilisés comme des espaces de pratique, et des pratiques où on va pouvoir être encadré avec des coachs et sur des équipements, des pratiques sportives ou des pratiques ludiques. On va pouvoir venir en famille le week-end là, pour pique-niquer ou pour pouvoir jouer dessus. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée qu'on pourrait répercuter assez facilement, qui ne coûte pas très cher, et qui active ce pont et qui en fait un lieu où il se passe quelque chose. Ici, ça c'est à Nantes. Nantes qui est une ville pour moi assez référente, et c'est pas pour toi que je le dis, mais qui est assez référente dans cet aspect du design actif, avec le voyager à Nantes avec un fil. Quand vous n'êtes jamais allé à Nantes, vous suivez un fil par terre, vous traversez la ville et vous allez voir les installations artistiques qui sont à gauche, à droite. C'est vraiment hyper agréable. Ça, c'est un toboggan. Cette année, il ne va pas être remis en place, il me semble, mais c'est un toboggan qui était accroché sur le château des Ducs dans Nantes. C'est gratuit. Et vous voyez, là, vous avez des adultes, des enfants qui y vont. Et c'était vraiment un lieu où, moi, quand j'allais à Nantes, j'y passais toujours. Et que je trouve vraiment très joli. Donc après, on peut aussi faire des aires de jeu avec des budgets qui sont moins importants, comme ici, c'est Viria, où le sujet, c'était d'aménager un parc et jardin, mais avec le thème d'une petite libellule qui habite le parc. Après, il y a le design actif sportif, comme ça. Ça, c'est un exemple qui est hyper frappant, que vous avez peut-être déjà très souvent vu, qui est au Danemark, et c'est un plateau sportif d'une université. Alors quand vous le mettez, j'aurais dû mettre en rapport un plateau sportif d'une université française, pour voir le décalage absolu qui existe entre un lieu de pratique où vous pouvez faire du trail, courir, des éléments de parcours, faire du workout, du fitness, et avec des pistes de course, avec une vraie piste de course, mais après avec un cheminement qui va vous amener ailleurs, et un équipement qui est hyper déstructuré, où on va amener des pentes qui vont vous servir à faire du fractionné, où on va vous amener à faire des traversées avec des ponts de cordes, et qui vont vous amener sur d'autres activités. Plus qu'1 minute. Ouais, d'accord. Bon, après, ça, c'est un exemple qui est... c'est une usual field. C'était en Thaïlande. Le principe, c'était de réutiliser des espaces, des interstices urbains à Bangkok pour en faire des lieux de pratique. Donc, d'un espèce de dépotoir où il ne se passait rien, on a donné des éléments aux enfants pour qu'ils puissent se mettre à jouer. Il existe des livres dont on pourra parler après si vous le souhaitez, où il y a des études qui ont été menées et où quand on met en place un élément ludique et sportif dans la ville, en fait, on fait baisser la criminalité, on fait baisser pas mal de problèmes dans la ville. Je vais très vite. Ça, c'est par exemple typiquement un équipement qui manque beaucoup et qui est en train de s'implanter, ça y est, en France, en Europe et ailleurs dans le monde. C'est des boîtiers connectés. Collectivités, quand elles mettent en place un équipement, elles mettent en place par exemple un équipement multisport ou un terrain de basket, sauf qu'il n'est pas complet cet équipement. Il va manquer l'activation à travers la ville et à travers l'éducateur sportif ou le coach, mais il va manquer aussi la mise à disposition du ballon, parce que quand vous vous baladez dans la rue, c'est très rare que vous vous baladiez avec votre ballon de basket. Ces boîtiers connectés qui arrivent dans différentes marques vous permettent avec votre téléphone, avec une application, d'ouvrir et de mettre à disposition un ballon de basket et d'aller jouer au basket, d'aller le reposer. Ça existe pour le skate, ça existe pour le paddle, ça existe pour tout un tas de pratiques sportives. Bon voilà, je vais arrêter là. Après, ça, c'est par exemple Étendard qui a fait le terrain de Lidl et puis un autre terrain de basket. Ça, c'est à Nantes. Moi, je vais arrêter ici, moi. Merci beaucoup. Merci Nicolas, c'est passionnant. Donc, moi, je suis ingénieur paysagiste à l'Atelier 360. L'Atelier 360, c'est un cabinet d'architectes paysagistes et de skateurs maintenant, qui est basé à Nantes. Et on est 10 aujourd'hui, dont 2 skateurs architectes qui nous conçoivent et dessinent les projets de skatepark de demain. Et on est 2 au pôle technique pour suivre et mettre en application leurs dessins et leurs concepts.
Donc on m'a dit quand on m'a Grégory, il faut invité... être plus près du micro, s'il Ouais, vous plaît. on m'a dit quand ils m'ont invité, présente-nous des projets, présente-nous ce que vous faites au quotidien. Donc là, il y a 4 exemples de ce qu'on a eu l'occasion de réaliser, principalement dans l'arc atlantique, de Brest à La Rochelle. Donc c'est des projets de typologie différentes, de budgets différents et on va dire, d'esthétiques différentes. Il y a le projet de Carquefou. Donc Carquefou, c'est situé à côté de Nantes, dans l'agglomération nantaise. C'est là où il y a l'école supérieure du bois pour Exactement. les lauréats. Exactement. Donc c'est pour ancrer un petit peu dans le territoire. Il y a le projet de Sainte-Luce qui est aussi à côté de Nantes, dans l'agglomération nantaise. C'est un des projets que je vais vous détailler parce que c'est une histoire assez intéressante à raconter, puisque sa forme est assez atypique. Et je vous expliquerai pourquoi, et pourquoi je considère que ça fabrique des paysages urbains uniques. Ensuite, il y a le projet de la Barre de Mont, qui est la deuxième histoire que je vais vous dérouler aujourd'hui, qui est un projet qui a insufflé à la ville le paysage du bourg, en fait. C'est le skatepark qui a insufflé son paysage au bourg. Et enfin, le dernier skatepark que j'ai mis ici, c'est le skatepark de la Faute-sur-Mer, qui est un skatepark gigantesque, de près de 4000 m², qui est le deuxième skatepark de France qu'on a fait en partenariat avec Constructo, qui est réalisé sur le site de l'ancien camping de la Faute-sur-Mer, où la tempête Xynthia a submergé toute la commune il y a une dizaine d'années de ça. Et donc l'État a donné des fonds à la commune pour pouvoir revitaliser son centre-bourg et recréer de l'attractivité sur des zones qui n'étaient plus constructibles. Donc voilà pour la présentation des 4 références un petit peu emblématiques de l'Atelier 360. Je dois rappeler que depuis 10 ans, on fait des skateparks, et on en a fait une vingtaine, notamment aussi le skatepark de Vannes avec Constructo. Donc moi, je tenais à vous dérouler ces 2 histoires, Sainte-Luce-sur-Loire et la Barre de Mont, parce que vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc un petit point de géographie. Sainte-Luce, c'est à côté de Nantes. Le projet il a été fini en 2018. C'est un projet qui a coûté en opérationnalité 330 000 € hors taxe et qui se développe sur une surface de 1000 m² avec 850 m² d'aire de street. Alors l'aire de street, c'est quoi? C'est un skatepark qui reprend les codes de la rue, les artefacts de la rue, ce qui sont des rails, des marches, des bancs, etc. Et un bol ouvert de 150 m². Donc quand on a commencé le projet, la commune me dit félicitations, je vais vous emmener sur le site du projet. Et on arrive devant le site du projet, et c'est quoi? C'est un champ de boss. Je dis mais c'est où est-ce qu'on fait le skatepark là? Il est où le site? Et on me dit c'est là. Il y avait des buts de 5 mètres de haut. Et en fait, c'était une zone de déblai du quartier concomitant qui était en train de sortir de terre. Et je leur dis, mais vous plaisantez, il n'y a pas un autre site de skatepark, parce que là, qu'est-ce qu'on va faire sur ce site? Et la personne dit, non, c'est ici qu'on le fait. Donc là, on se gratte la tête, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on prend la terre, on l'enlève, on l'exporte, ça va greffer la moitié du budget. C'est-à-dire que sur les 300 000 €, il va y avoir 150 000 € de terrassement, et on va faire une petite cacahuète de 300 m². Ou alors on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces buts? Et si on en faisait une opportunité de projet? Et donc c'est ce qu'on a fait, vu le projet, c'est qu'on s'est dit, on va se faire des chemins à travers cette butte, et on va créer un cœur un peu central, un peu identitaire, pour que les riders se retrouvent. Et ce qui s'est passé avec ce projet-là, c'est que les buts, un peu partout, ça crée des points de vue hyper intéressantes pour faire des photos ou des vidéos. Et ça, c'est assez intéressant. Alors j'ai mis après quelques vues dans l'autre sens. Donc vous voyez, il y a l'aire de jeu à côté, et le quartier d'habitation, il n'est pas sur la photo, mais c'est juste dans mon dos. Et donc l'idée, ça a aussi impliqué des contraintes techniques, d'accès de chantier, de surcoût de béton, etc. Mais l'idée, c'était ça, c'était de se servir du paysage qu'on nous offrait, qui était un paysage de délaissé, qui n'y avait pas de fonction. Donc ça fait résonance un peu avec tout ce que vous avez dit, soit Thomas ou Nicolas, sur un site qui n'a pas de valeur, on arrive à faire un équipement qualitatif et qui va faire un lieu fédérateur pour les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs. Et donc, après 7 mois de travaux, voici le résultat de l'équipement. Donc avec ça, sur sa partie haute de la photo, le bol ouvert avec le spine. Donc le spine, c'est une double courbe qui permet de faire des transferts.
Et puis sur la partie plus basse de la photo, une zone beaucoup plus street avec des modules de saut, une barre de slide et des pyramides, etc. Je vais revenir un peu en arrière si je peux. C'est pour vous montrer un peu l'ambiance sur la photo en haut à droite, ce qui se dégage sur ce projet-là. Donc c'est vraiment un paysage unique qui a été créé grâce au projet et grâce surtout au volume de terre qu'il y avait à la base présente. On n'aurait jamais fait un projet comme ça s'il n'y avait pas eu les volumes de terre. Et vous voyez que sur un skatepark, on le fait avec les riders, pour les riders, mais la plupart du public, vous voyez qui c'est comme public? C'est les familles, c'est les trottinettes. Donc il faut toujours se méfier quand on conçoit un skatepark, de ne pas faire des choses trop exigeantes, trop élitistes. Il y a des super portes que tu as montrées tout à l'heure, où là, ça s'adresse à un public très chevronné. Mais nous, on fait des projets pour la population, pour les familles, pour l'intergénération. Et donc, il faut proposer de la complexité pour que le site soit attractif aux plus chevronnés. Mais il faut aussi proposer des éléments qui soient skatables par le plus grand nombre. La photo en bas à droite, là, c'est un peu le contraire de ce que je viens de vous dire. C'est un grand ledge très long, très haut, très technique. Et là, globalement, on peut le prendre qu'en roller, parce que c'est un spot. Enfin, moi, j'ai vu une fois un gars le prendre. C'est juste incroyable, quoi. Et donc, on a mis ça une fois, mais il ne faut pas en mettre partout, parce qu'après, sinon, le skatepark, il est inridable. Je pense aussi au projet de bol. Les bols qui sont des piscines vides, finalement, qui sont des projets iconiques, qui nécessitent beaucoup d'argent pour les faire. Mais au final, un bol, avant de se mettre à dropper, c'est de se jeter dans un bol, il faut faire quelques heures de pratique. Donc en fait, cet équipement iconique, qui consomme beaucoup d'argent, et quand le budget n'est pas trop gros, il faut essayer de se dire, est-ce qu'on ne va pas proposer un projet moins ambitieux au niveau technique et complexité pour pouvoir proposer un projet au plus grand nombre. Donc, je remets mes petites photos là. Donc bien évidemment, le projet paysager a été accompagné, on a planté des arbres, on a créé du paysage autour parce que, fatalement, c'était un paysage de délaissé. Donc on y a ramené de la qualité, on a créé un petit verger sur le côté gauche de la photo. Donc ce premier exemple illustre bien le fait que c'est le site qui a influencé la conception du parc. Et ça, en tant que paysagiste, c'est notre métier, ça, de faire la synthèse de ce qui se passe sur le site avant de commencer à aménager. C'est vraiment un impondérable et un indispensable. On n'arrive pas sur un site en imposant le projet. Donc ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est à la Barre de Mont. La Barre de Mont, c'est situé où? C'est en face de Noirmoutier. Si vous prenez le passage du Gois, je ne sais pas si vous connaissez le passage du Gois, c'est cette voie submersible qui vous passez à marée basse. Et à marée haute, vous ne pouvez pas passer. Et donc la commune nous dit, écoutez, on est pressé, on veut faire un skatepark en entrée de commune, on veut que ça soit la vitrine dynamique de la Barre de Mont, on veut que ça soit la dynamique de la commune qui soit exposée ici. Donc on dessine un projet, donc vous avez les caractéristiques, un projet assez conséquent, 440 000 €. Il faut savoir que pour un projet de skatepark, ça commence à être une belle enveloppe. Et puis on a un projet à deux typologies, une aire de street, donc je rappelle les artefacts de la rue, 850 m², et un pump track de 750 m². Donc le pump track, c'est une piste enrobée qui permet de faire un enchaînement de bosses et prendre de la vitesse. Donc on fait le projet, que je vais vous montrer après. Donc un projet très, très iconique avec des grandes serrureries thermolaquées de manière à créer une accroche visuelle, parce que Nicolas le disait tout à l'heure, faire du beau, et puis Jonathan aussi tu le disais, faire du beau c'est essentiel, parce que le skate, la glisse, ce sont des sports qui se nourrissent du regard des autres et de la diffusion principalement vidéo. Donc il faut que ce soit des belles images. Donc ça participe aussi à l'identité, on va dire à l'attractivité du projet et du spot. Donc en partie haute l'aire de street, avec ces fameuses serrureries thermolaquées qui posent aussi des soucis techniques parce que la glisse dessus les abîme, mais ça ne fait pas aussi partie de ce qui se passe dans la rue, c'est-à-dire que c'est du mobilier urbain à la base qui est thermolaqué qui vient être utilisé. Et sur la partie basse, le pump track, avec une partie débutante et une partie un peu plus expérimentée avec le code couleur qui permet de se répartir. Donc un projet qu'on livre à l'été 2020, où le succès est retentissant, il y a beaucoup de monde à venir,
Là, vous voyez l'illustration en photo de drone de comment ça s'organise. Et puis, septembre 2020, la commune nous rappelle, nous dit, le projet, il a fait un carton total. On aimerait que vous travailliez sur un projet de jardin punk sur notre commune. Et ce jardin punk, alors je vais définir ce que c'est après, il faut que vous le fassiez autour du skatepark. Parce que ça met une telle dynamique sur la commune qu'on veut que ça se diffuse dans la ville. Alors, je n'ai pas d'illustration du projet parce qu'on est en cours d'études, mais j'ai une planche d'esquisse de ce qu'on a fait. Donc le projet de skatepark, il est en partie haute et à gauche de l'image. Et donc un jardin punk, c'est quoi? C'est un jardin un peu spontané où on vient faire pousser des plantes qui d'habitude on vient plutôt les désherber. Et là, l'idée, c'est de les mettre en valeur et de les lier à la pratique sportive. Et donc, de ce projet de glisse de skatepark, la commune n'aurait jamais fait un jardin punk s'il n'y avait pas eu le skatepark. Donc, ce projet qui a amené tellement d'attractivité et tellement de résonance sur la commune a fait penser aux élus que ce serait sympa de le diffuser dans la ville. Et donc, le principe du projet, c'est d'allier végétation spontanée et pratique sportive urbaine. Donc, vous voyez, il y a des îlots de street workout, des aires de jeu, des zones un petit peu de potager, etc. Et c'est par le skatepark que ce projet est arrivé. Donc, c'était une histoire que je voulais vous raconter aussi, parce que la dynamique, il y en a plusieurs. Il y a le projet où le site est très simple, on pose le projet, ça répond au cahier des charges, on a réussi. La deuxième dynamique, c'est ce que je vous ai montré sur Sainte-Luce. On a un cahier des charges qui ne colle pas du tout avec le site. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut 800 mètres carrés, une zone de plat de 40 par 20. Sauf que quand on arrive sur le site, c'est tout sauf plat. Donc on reconfigure le projet avec la maîtrise d'ouvrage. La définition de la demande, c'est super important. Après, je parlais de la concertation. Et il y a cette troisième histoire qui est le projet, il a tellement de retentissement que ça fait diffuser à l'intérieur du territoire les pratiques urbaines spontanées et les pratiques de sport libre. Et ça, c'est vraiment très intéressant. La concertation, c'est un dernier point que je voulais aborder. Donc là, je n'ai pas d'illustration, mais j'ai mis ces 4 projets pour exprimer quelle est l'importance de la concertation. Moi, je ne suis pas skateur, je suis ingénieur. On a des skateurs à l'agence qui connaissent bien le projet et la glisse, mais un projet, on le fait avant tout pour les gens qui vont y pratiquer. Donc on ne fait pas notre projet dans le bureau en vase clos. Il faut aller rencontrer les gens, il faut discuter avec eux, et il faut savoir ce qu'ils ont besoin. Alors c'est toujours un petit peu l'exercice de funambule, parce que souvent on a des gens très motivés. On parlait de passion tout à l'heure, Jonathan, tu parlais des gens passionnés. C'est des gens très passionnés qui ont une idée très arrêtée sur ce qu'ils veulent, mais ces gens-là, ça représente une toute petite partie des utilisateurs, mais c'est eux qui ont le savoir. Donc comment on fait la synthèse entre les gens qui ont le savoir et les gens qui vont l'utiliser, qui sont des gens qui sont peut-être en trottinette, qui ont 6 ou 8 ans, et comment on arrive à contenter tout le monde. Donc ça, c'est un petit peu un exemple de ce qu'on a pu faire comme réponse. Alors le projet de la Faute-sur-Mer, il y a peut-être certains qui le connaissent, c'était facile parce qu'il y avait tellement de surface qu'on arrive à contenter tout le monde. Mais un projet comme Carquefou, où il y a 450 mètres carrés et le budget il est 8 fois moins gros, c'est plus compliqué. Et enfin, je finirai mon intervention par une citation de Gilles Clément, qui est un grand paysagiste français, qui me nourrit assez régulièrement dans la pratique de mon travail. Il dit, pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l'éternité. Je considère que les skateparks, ça exprime bien cette citation. Je vous remercie. Merci vraiment, Grégory. Vos projets sont magnifiques.